Bon, génial. Tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde va bien? Wouh! Vous avez bien mangé? Vous êtes contents? Bon, on va repartir comme des malades. On va repartir comme des fous. Avec une femme que j'adore. Je suis tellement heureux qu'elle soit là, mais vraiment tellement heureux. On a fait une grosse matinée ce matin avec Sébastien. Plein d'informations, plein de trucs passionnants. Voilà, plein de trucs passionnants. J'étais vraiment ravi à la fois de l'outil qu'il nous a présenté, mais en même temps de ce que vous avez su en faire. Donc c'est génial. Et donc je vais vous demander, mais alors un espèce de... C'est pas un tonnerre, c'est une tornade, c'est ce que vous voulez d'applaudissements. Pour Isabelle Dargent, Isa... Wouh! Bonjour. Je l'appelle ma ninja à roulette. J'aime cette femme. Vraiment, tu sais quoi? Je vais prendre ça. Ok. C'est bon, là, viens là. Isabelle Dargent, quoi. Sans déconner. Je me fais des beaux cadeaux, quand même. Donc, d'aucuns auront reconnu aussi Yannick Alain qui l'accompagne. Merci, mon pote. Bon. Alors, ce matin, comme tu dis, j'ai fait à peu près la moitié du boulot. Mais on va faire l'autre moitié ensemble. Donc, je vous présente Isabelle Dargent. Donc, Isa, le job, c'est que dans un premier temps, tu nous racontes un peu ta vie. Je vais aller te poser des questions. Bon, c'est des questions simples, hein, je vais pas... Ouf, c'est bon. Hein, c'est des questions tranquilles. Ouais, c'est des questions tranquilles. Donc, bon voilà, non, regarde, Sébastien, il est toujours vivant. Il tient un peu debout encore, tu vois, donc ça... Je suis solide, t'inquiète. T'es solide, ouais, Ouais, c'est ce solide, qui me semble. Donc l'idée c'est que je te pose des questions. Ouais. Et en fait, donc l'idée c'est que tu nous expliques quels sont tes leviers, d'accord? C'est-à-dire que tu as quand même, et on va en rentrer dans les détails là tout de suite, dans la première partie, mais tu as quand même réalisé une sorte d'exploit. Je dis une sorte d'exploit. Tu vois, pour moi c'est un grand exploit, mais c'est une sorte d'exploit. Et en fait, tu l'as réalisé chaque jour. Donc, j'imagine que chaque jour, c'était pas toujours facile ou toujours difficile. Voilà, c'est un chemin. Et au milieu de ce chemin, tu as probablement trouvé des leviers, trouvé des énergies, trouvé des raisons, des pourquoi, qui t'ont permis justement d'aller au-delà de ce qui était une barrière, un rempart ou même quasiment un précipice parfois. Et donc, nous, on est là pour que tu nous enseignes ces leviers, pour que tu nous dises, bah voilà, moi j'utilisais ça qui me faisait du bien, etc., etc. Et évidemment, je vais aller te poser des questions, parce que ce que tu as vécu résonne pas de la même manière pour toi que pour nous. Ce qui te paraît concevable et facile est probablement inconcevable pour nous et difficile à comprendre. Donc j'irai te chercher pour vraiment qu'on rentre dans les détails de ça. Donc, on va se faire plaisir. C'est OK? Donc voilà, moi ce que je sais de toi, d'accord, c'est Isabelle qui a eu un accident, qui normalement ne devait absolument presque plus rien vivre derrière ça, et qui aujourd'hui est là avec nous, en forme et avec des capacités surprenantes. Je dis de toi, tu es une énigme pour la médecine, mais je pense que je ne suis pas loin du compte. Oui, c'est ça. C'est ça. Avant de démarrer, sur l'accident, parce que justement, c'est là où ça me pose un problème pour moi, c'est que tu n'es pas ton accident. Tu es avant. Et c'est qui Isabelle avant l'accident? Alors, Isabelle, avant l'accident, c'est comme vous, c'est vous en fait. J'avais 24 ans, donc tu sais, 24 ans, t'as pas vécu grand-chose. Hein, donc 24 ans, j'étais déjà en couple, mais j'étais danseuse semi-professionnelle. Danseuse 2. Danseuse dans une sorte d'orchestre, en fait. Il y avait un conseiller artistique qui nous trouvait des dates et on était 3 danseuses et 4 chanteurs. D'accord. Et donc voilà, donc on bougeait. Donc semi-pro, parce qu'après, on ne gagne pas sa vie avec ça. Donc du coup, à côté, j'étais secrétaire, assistante de direction dans un cabinet.
Voilà, donc du coup, j'avais une vie super banale, hein, on va dire. Enfin, hyper active déjà quand même. Hein. Moi, je suis pas danseuse semi-pro. Hein. Non, je pense pas que ce soit super banal. Mais ça veut dire que déjà. Mais t'as d'autres qualités, Laurent. Ouais, oui, c'est vrai. Chauffeur de salle. Voilà. Moi, ça, je sais pas faire, tu vois, chauffer une salle. Non, mais ce qui est intéressant, juste dans cette petite partie-là, ça veut dire aussi qu'on entrevoit hein, le truc. On se parle, hein, se parle comme à la maison. Ouais, vas-y. J'entrevois le truc. Danseuse semi-pro, c'est quand même un job avec ton corps, quoi. Ouais. Donc, L'image. Ouais, l'image, avec le corps, avec des aptitudes particulières. La danse, c'est une aptitude particulière. Ouais. Tout le monde ne sait pas danser ou tout le monde ne peut pas danser. Tout le monde peut danser, mais pas forcément Un public. en déjà. public. Ouais, c'est ça. Et puis en étant semi-pro. Je sais pas ce que ça veut dire semi-pro. Ça veut dire quoi? Semi-pro, c'est-à-dire que j'étais payée pour faire ça, mais ça remplissait pas mon D'accord, mais frigo. tu gagnais quand même ta vie avec ça. Un petit peu. Tu avais quand même des cachets. Ça arrondissait pour... mes fins de mois. Ouais. D'accord, intéressant. Et donc voilà, donc tu faisais ça. Voilà. Secrétaire, tu bossais où? Tu faisais quoi? Dans un cabinet d'expertise immobilière. D'accord. Voilà, je faisais ça. Ouais, voilà. C'était en direction, quoi. Donc tu dis c'est une vie un peu normale, c'est ça tu dis? Ouais, c'est une vie normale, quoi. Mais déjà bien. Mais bien remplie, par contre, ouais, parce que j'étais un peu hyperactive, donc j'allais à droite à gauche, déjà plein d'idées de voyage, plein d'idées de. Je bougeais facilement, quoi. Ouais. Et tu le faisais déjà? T'as fait quoi? T'as voyagé où? J'avais pas énormément voyagé, j'avais des idées de voyage, mais j'avais pas encore trop voyagé. J'avais voyagé un peu avec mes études parce que j'étais dans un lycée bilingue. D'accord. Donc du coup, j'étais bilingue à l'époque, donc j'étais partie en Autriche, j'étais partie en Belgique, j'avais bougé un petit peu, quoi. Mais après, je bougeais surtout sur la France, mais je bougeais facilement. Donc j'étais pas. Et t'avais envie de Voilà. faire Mais des j'avais voyages envie, plus ouais. Moi, là, j'étais sur le point, juste avant d'avoir mon accident, d'aller vivre en Australie. Donc Ah oui. j'étais en train d'organiser le truc pour bouger, quoi, vraiment. D'accord. Vivre 3 mois, hein, tu vois, mais manière de bouger. Manière, quoi. Voilà. D'accord. Et donc, à ce moment-là, bon, c'est quoi ta situation? Tu dis que tu étais déjà en couple. Ouais. Voilà, tu vivais. Ouais, ça faisait 4 ans. 4 ans. Tu vivais avec Yannick. Avec Yannick, déjà depuis 4 ans. Ouais, ça faisait 4 ans qu'on était ensemble déjà. Je vous appelle d'imaginer toi hyperactif et lui. Hyperactif aussi. Qu'est-ce que ça donne? Il n'y a personne à la maison, jamais. C'est ça. Non, c'est ça. On dormait pas trop, en fait. On dormait pas beaucoup. Ouais, d'accord. Ouais, on se couchait à 2h du mat. Moi, je rentrais du boulot, j'allais le retrouver. On se couchait à 2h du mat parce que lui, il était en formation, donc je l'aidais à bosser. Ouais. On dormait vite fait, manière. Et sur les 6h du mat, on se réveillait, il fallait que j'aille bosser. Donc je revenais le soir, voilà, c'était nos semaines, quoi. Et les week-ends, on était à fond aussi. Voilà, d'accord. Et soudain, boum. Ouais, soudain, boum. Soudain, je vais au travail un matin. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que le lendemain, j'avais rendez-vous à la fac parce que je voulais reprendre mes études en plus. Pour des études d'anglais, en fait. Pour faire prof d'anglais, voilà, pour switcher un petit peu. Je voulais bouger, je voulais faire autre chose, bien sûr. Ouais. Et donc, du coup, la veille de ce rendez-vous, j'ai eu un accident de voiture en allant au travail. J'ai glissé, en fait, un matin d'octobre. En fait, il y avait un petit peu de rosée sur le... Il y avait du brouillard. La rosée sur l'herbe, j'ai un peu glissé sur l'herbe. Je suis partie en tonneau. J'avais une petite 106. Alors, j'ai rien contre les 106, mais c'est vrai que c'est pas stable, quoi. Ouais. Donc, du coup, voilà, je suis partie en tonneau et crac, boum, tétraplégique. Ok. Pourquoi tu dis c'est bizarre, mais le lendemain, pourquoi tu rapproches ça avec c'est bizarre? Parce que c'est un changement de vie. Alors c'est bizarre parce que ça n'a pas changé comme j'ai voulu. En fait, oui, d'accord. c'est que j'étais un peu dans un changement de vie en me disant le boulot où j'étais ne me plaisait pas parce que je subissais du harcèlement moral. C'était pas du tout sympa avec moi. C'était des jeunes patrons. Je m'étais dit que ça allait être cool. En fait, pas du tout. C'était pas du tout sympa. Je faisais tout le boulot, ils faisaient rien et en plus je me prenais des réflexions. Enfin, c'était voilà. Et ça faisait un petit moment que ça a duré. Du coup, je me disais, écoute, te laisse pas abattre, tu vas faire autre chose. T'as d'autres capacités, quoi. J'étais bilingue. Je me suis dit, je m'en sers même pas. Donc je partais là-dessus et c'est bizarre parce que il me fallait ce changement de vie. C'était impératif. Et j'ai eu un changement de vie, mais pas celui que je voulais en fait. Pourtant, j'avais enclenché quelque chose, mais voilà, trop tard a priori. Donc c'était la veille de ton départ en Australie? Non, c'était pas Enfin, la veille, mais bon, c'était peu de temps avant. Ouais. Donc ok. Donc du coup, ça remet en question le présent, les aptitudes personnelles. Ta vie en fait, tout. Tout. Ça remet tout parce que tu te dis bon, tu vas plus jamais danser. Donc ça c'était un petit peu embêtant pour moi, mais bon, je me disais après tout, ça j'ai relativisé, je suis la reine pour relativiser. Ouais. Mais je me suis dit après tout, t'as 24 ans, tu vas pas danser toute ta vie non plus, tu vois, à un moment donné il faut s'arrêter, ok. Ça effectivement, ça s'appelle relativiser. Voilà, c'est ça, je me suis dit, à un moment donné ça allait s'arrêter, allez, t'allais quoi faire à 4 ans de plus, bon, ok, allez, tu t'arrêtes plus tôt, t'as qu'à chanter, c'est pas grave, quoi. Tu vois, je me suis dit, bon, sauf qu'on m'a dit, mais tu pourras plus chanter non plus. C'est con.
Ah, c'est pas sympa. Ouais, c'est ça. Donc bon, il y a Faut eu, faire plus. voilà, il y a eu ça. Après, c'est vrai que c'est au niveau du boulot, je savais que voilà, mes capacités étaient altérées. Tu pourrais pas, ouais, taper à l'ordinateur quand t'as plus l'usage de tes doigts, c'est compliqué. Parce que moi, quand on m'a annoncé que j'étais tétraplégique, je dis oui, bon, c'est un mot quoi. Moi, pour moi, le handicap physique, ça s'arrêtait au niveau de la taille. Je connaissais la paraplégie en fait. Ah oui, d'accord. Tu vois, la paraplégie, c'est juste les jambes qui sont touchées. Et moi, quand j'ai eu l'accident, je me suis dit ok, je suis paraplégique, et je me suis pété les bras parce que je peux plus les bouger, tu vois. J'ai eu un petit D'accord. truc, je savais pas du tout ce que c'était. C'est très très mal connu la tétraplégie en fait. On se dit que c'est des gens qui sont comme ça, qui peuvent plus bouger du tout. En fait, Ouais, pas du tout. Ben, la preuve que non quoi. Donc il y a des entre-deux. Donc du coup, c'est vrai que voilà, je m'attendais pas à ça, mais il y a plein de choses. Bah, tu peux plus écrire, tu peux plus. Moi, j'adore écrire en plus. Tu peux plus taper à l'ordinateur. Donc mon boulot, si tu veux, c'était juste de l'ordinateur toute la journée. Donc ça, c'est fait. Donc voilà, je me suis dit bon, allez, après tout, tu voulais changer, c'est pas grave. Tu vas Non, mais passer t'arrives à autre vraiment à te dire chose. ça? Ouais, j'arrive vraiment à me dire ça. T'as- Euh, T'es dans quelle situation à ce moment-là? et là, à l'hôpital. T'es à l'hôpital et t'es en train de te dire, ouais, tu voulais changer, c'est pas grave? Ouais. Ouais. Et Après, comment tu fais un truc pareil? le problème. Ouais, bah après, c'est juste que dans ma vie, je suis comme ça, c'est-à-dire que j'essaie toujours de voir l'aspect positif des choses. Je me dis de toute Alors, façon, ça ne... ok, voilà, je suis comme ça. ok, t'es comme ça. Sauf qu'il y a un moment où il y a un peu un contexte. C'est genre un hôpital, un Non, mais lit. j'ai pas dit que c'était Pump It Up. Hein. Ah oui, Non, j'ai pas dit que c'était wouh, génial, ça change. Non, pas du tout. ah oui, d'accord. Non, Ouais, tu me rassures là, parce que là, j'étais en train de me dire, bon, ok, là, je c'est pense qu'on va génial, un vraiment mois de vers quelque chose. vacances. Ouais, c'est ça. Waouh, cool. Putain, tétra, para, au moins je connais On des s'en nouveaux fout, mots. c'est pas grave. C'est ça. Non, pas du tout. Non, non. Non, non, j'étais pas bien du tout. Après, par rapport au couple, ça met un coup aussi parce qu'effectivement, il y a la barrière du fauteuil aussi qui fait que ben voilà, tu peux plus prendre les gens plus facilement dans tes bras, tu vois. Bien Tu sûr. peux pas. Voilà, il y a beaucoup de Alors, choses. Il y a... avant le fauteuil, Ouais, il y a déjà. l'hosto. Ouais. Comment ça s'est passé? Tu t'es réveillé ou t'as été dans le coma? Tu t'es réveillé? Comment ça s'est passé? Ouais, alors on m'a provoqué un coma. D'accord. On m'a provoqué un coma parce que j'avais le diaphragme qui s'arrêtait, etc. Donc tout arrêtait de fonctionner. Donc on m'a provoqué un coma. On m'a mis une trachéo. Mhm. Voilà. Et c'était un coma qui devait durer une semaine. Je me suis réveillée aux 3 jours. Ah ouais? Ah, j'avais plus sommeil. Ok, d'accord. Ok, ok. Non, même dans le coma, ah non, c'est bon, écoute. Mais t'as des souvenirs de ça, du coma Non, ou... pas du tout. Non, pas du tout. Aucun. C'est ce que tout le monde m'a demandé, mais en fait, c'est noir, il n'y a rien. Et voilà quoi. Ouais. Je te réveille, je dis, bon. Voilà. Donc en Non, fait, non. donc du coup, enfin, tu perds connaissance pendant l'accident. Non, pas du tout. Non, je Ah suis ouais? restée consciente jusqu'au bout. J'ai guidé. En fait, quand j'ai eu l'accident, j'étais toujours consciente. Et en fait, ce qui m'a sauvée, c'est que mes essuie-glaces fonctionnaient encore parce que le moteur tournait. Ça, chapeau le gars, franchement. Il y a un gars qui est passé, donc il s'est pas arrêté, et un deuxième qui a vu les essuie-glaces, qui a fait le rapprochement, qui s'est dit le moteur est allumé. J'aurais jamais fait, moi, franchement, c'est parce Ah que je ouais. suis une fille. Mais lui, il s'est dit ok, le moteur est allumé, il y a peut-être quelqu'un. Effectivement, j'étais couchée sur le siège, donc il me voyait pas, quoi. D'accord. Ok. Et donc ça m'a sauvée, effectivement. Et donc j'ai guidé le gars parce qu'il était en panique. Le pauvre, il était vraiment en panique. Et c'est normal, hein, il voyait une jeune fille, voilà, il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas beaucoup en tout cas. Et donc je l'ai guidé, j'ai dit voilà, vous appelez ma mère, vous appelez les pompiers, on est à tel endroit. Ah Donc ouais. j'étais en train de guider, ouais, et sauf que j'avais mon diaphragme qui était en train de s'arrêter. Donc je galérais un peu à respirer, mais bon, je pensais que c'était la position qui faisait ça. En fait, non, j'étais en train de mourir. Hein. Et donc du coup, je l'ai guidé, tout ça. Et donc du coup, voilà, ma mère est arrivée parce que c'était vraiment juste à côté de la maison. Et ensuite, voilà, les pompiers sont arrivés, j'ai fait de l'humour avec le pompier. Le gars, il était scié. Il a rigolé. Parce qu'en fait, j'étais à moitié, ils étaient en train de m'endormir parce que voilà, il fallait qu'il me mette la trachéo. Et donc, il m'a déchiré. J'ai senti qu'il me coupait le t-shirt. Il m'a dit je suis désolée pour le t-shirt. J'ai dit non, c'est bon, 2 €. Et le gars, il a rigolé. Il a dit non, mais c'est pas vrai, fais encore de l'humour, quoi. D'accord. Donc, du coup, voilà. Donc, après, hôpital, là, voilà, j'ai juste entendu vaguement un hélicoptère et la voix de mon père, a priori, bon. Espace-temps, voilà. Ouais. Et voilà. Et là, je me suis retrouvée à l'hôpital et quand je me suis réveillée, c'est un gentil infirmier qui m'a dit vous êtes tétraplégique, qui m'a expliqué un petit peu. Ils ce que prennent le c'était. temps. Comment ça se passe? Ouais, il a été cool quand même. Il a été très doux, très. Ouais. Après, je me doutais un peu. Hein. J'ai pas été choquée. Hein. Dans la voiture, j'ai dit à ma mère je vais être paralysée. Donc. Ah oui? Ouais. J'ai senti de suite. Mais en fait, quand il y a un film, je me rappelle plus lequel, c'était avec Woody Allen qui montrait bien ça. Un accident de voiture, en fait, quand t'as la moelle épinière qui saute, ça fait comme de l'électricité, tu as une espèce de silence et ça fait de l'électricité, donc tu sens qu'il y a quelque chose qui est pas net. Et donc du coup j'ai senti que... Ça, tu l'as senti quand on te transportait, tout ça?
ou quand tu étais à l'hosto? Non, quand j'ai fait le tonneau. Ah, quand tu as fait le tonneau? Quand j'ai fait le tonneau, j'ai senti qu'il y avait eu un crack, quoi. Tu vois, qu'il y avait eu D'accord. un petit truc d'électricité, voilà. D'accord. Pas Tu beau, t'es quoi. dit, là, c'est pas bon. Ouais, déjà, enfin, sur le moment, pas trop. Et puis après, je pouvais plus rien bouger. Je me suis dit, ah ouais, c'est ça, en fait. Ça doit être ça. Truc. Est-ce qu'à ce moment-là, tu gérais l'instant ou est-ce que tu commençais déjà à te dire, ouh là là, bordel, ça va être. Non, c'est à l'instant. Non, c'était Tu vraiment gères à l'instant, l'instant. là. Ouais. Tu gères le mec avec les Déjà, essuie-glaces. oui, déjà, voilà, je me dis, le Ouais. gars, bon, on va essayer d'appeler les pompiers parce que là, on n'est pas bon. Si, j'ai dit à ma mère, je vais être, dis-leur que je le au boulot, appelle le boulot quand même parce que les pauvres, Ouais. voilà. Enfin, Ouais, les c'est vrai. pauvres, elle m'a dit, elle lui a dit, vous inquiétez pas, je gère. Elle s'est pas du tout inquiétée pour moi, la patronne. Oui, vous inquiétez pas, je fais tourner la boîte. Hein. Ma mère, elle dit, je m'en fous, moi. C'est ça. Elle a vu son problème, quoi. Ouais, complet. Donc voilà, toujours pas sympa, mais voilà, oui, j'ai pensé à ça. Juste, je me suis dit, voilà, appel de travail, appel machin, j'ai donné le numéro, voilà quoi, j'ai géré l'instant quoi. D'accord. Et là, il y a cet infirmier qui t'explique en gros que ta vie vient de changer. Techniquement, ça va plus être la même chose, quoi. Alors lui, il se projette pas trop. C'est ça qui a été bien avec lui, c'est qu'il m'explique ce que c'est la tétraplégie. Il me dit voilà, l'état de fait, votre moelle n'est pas sectionné a priori, mais le docteur va vous parler et il vous expliquera mieux. Mais voilà, vous êtes tétraplégique. Il me parle pas de fauteuil, il me parle pas de tout ça, et c'est ce qui est bien d'ailleurs, hein, parce que quand tu te réveilles, t'as peut-être pas envie de tout savoir en fait de suite. Hein. Donc voilà, lui il m'a expliqué ça, et puis ouais, j'ai accusé le coup. Juste le premier truc que je me suis dit, c'est je vais plus jamais danser. Ça, je l'ai compris. C'est un truc que j'ai entendu, et c'est ce qui m'a rendu le plus triste au départ. Et ensuite, après, il y a les médecins qui sont venus, qui m'ont expliqué, etc. Et ouais, c'est là que j'ai commencé un petit peu à relativiser, à me dire, bon, ok, non, tu peux pas faire ça, tu vas essayer de faire ça, ok. Mais j'arrivais pas trop à me projeter, en fait. Je sais pas trop mon style de me projeter. C'est quoi leur discours à eux, les médecins? Alors, celui qui m'a opéré était pas trop mal parce qu'il est resté... je dis bien celui qui m'a opéré, c'était le seul. Hein. Lui, il est resté encore très objectif parce que c'est lui qui m'a opéré. Donc lui, il a vu, il m'a dit, écoute, et une phrase qui a été géniale, il m'a dit, ne laisse jamais à personne te dire que tu vas remarcher ou pas, parce que même moi qui étais opérée, je ne pourrais pas te le dire. Ah. J'en suis incapable parce qu'en fait, ta moelle n'est pas sectionnée et en fait, on n'a aucun... ça dépend des personnes, chaque être est unique, ça dépend de comment elle est sectionnée, elle est écrasée. Ah ouais. On peut pas, il n'y a aucun examen qui permet de savoir, donc personne ne peut le dire en fait. On ne sait pas. Il me dit, normalement, voilà, les statistiques, c'est dans 1 an, si tu n'as pas eu de récupération, c'est mort. Ah voilà, ouais. il me dit voilà les statistiques. Donc lui, il est resté là-dessus. C'est après que ça s'est gâté parce que j'ai vu d'autres personnes. Ah ouais, celle-là, qu'est-ce qu'il dit? C'est ça, les autres personnes sont venues en me disant non, mais là, de toute façon, vous êtes tétraplégique, c'est fini, vous ne remarcherez plus, vous ne pourrez plus vous alimenter toute seule, respirer toute seule. Franchement, pour l'instant, vous avez la trachéo, à mon avis, bon, il y en a beaucoup qui l'enlèvent jamais, quoi. Donc, Ils le disent comme ça? Ah oui, non, mais ils se gênent pas du tout, il n'y a pas de souci. Ah non, et en fait, ils préfèrent, j'ai compris après coup, au début, je me disais c'est quoi le projet? Ils préfèrent faire ça pour pas te donner de faux espoirs, pour pas que tu te retournes contre eux déjà, en premier, et pas que tu sois déçu. D'accord. Pour pas que tu sois déçu, donc Ouais. ils préfèrent défoncer le. C'est ça. Ils tout préfèrent espoir. bien te mettre bas. En fait, ce qui est génial, le premier, il a créé un doute, en fait. Le premier médecin, celui qui t'a opéré. Ouais, il m'a sauvé, lui. Il a mis une espèce de zone nébuleuse dans laquelle tu pouvais envisager au C'est moins ça. un truc pendant 1 an, quoi. Ouais, ça sachant que c'est lui qui m'a opéré quand même. Ouais, c'est pas n'importe lequel. Voilà, le gars, il a vu le truc, quoi. Donc ça, et après j'ai eu des petites internes aussi qui sont venues, qui m'ont expliqué, ils m'ont dit franchement, vous avez, parce que je commençais à avoir un petit peu de, je bougeais un peu les orteils, j'avais un petit peu de sensibilité, Ah ouais. j'avais cette impression en tout cas. Et elle me disait franchement, ça passe dans ce sens, ça passe dans l'autre, nous on comprend pas que tu marches pas, enfin bon. Ah ouais. Et je dis ok, donc ça m'a donné un peu espoir, et après tous les autres derrière qui sont passés derrière, c'était les seuls. Hein. Tous les autres derrière m'ont dit que c'était foutu par contre. Donc après il a fallu me battre contre tout ça, mais c'est vrai que je suis partie sur de bonnes bases avec un médecin qui parlait très très peu. Je parlais pas même, mais voilà, le peu qu'il m'a dit c'était efficace en me disant voilà, moi je sais pas. Quand tu dis il a fallu que je me batte contre ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi dans la réalité de la vie, ça veut dire quoi se battre contre ça? C'est-à-dire qu'il faut leur faire fermer leur gueule à un moment donné, ou il faut trouver un moyen de ne pas écouter? Comment ça se passe? Tu peux pas leur faire fermer la gueule comme tu dis parce qu'en fait c'est eux les médecins. Donc ça déjà c'est réglé. T'as pas le droit à la parole. C'est des médecins ces gens. Et ouais, c'est des médecins. C'est des médecins. Ça veut dire qu'ils font figure d'autorité dans l'endroit où ça. tu es là. Donc, dans quelle mesure plusieurs disent que ça ne marchera pas, tu ne les crois pas, et celui qui arrive à foutre le doute, celui-là, tu te raccroches à lui? Parce que lui, il m'a opéré. Parce que lui, t'a opéré? C'est le seul qui a vu, les autres, ils ne savent pas. Et lui, il me connaît un petit peu aussi. Comment ça? Pourquoi il te connaît? Il connaît ma personnalité. D'accord. Lui, il s'est intéressé à toi. Ouais, carrément. Les autres, non, mais ils ont un diagnostic. Non, eux, en fait, quand j'entendais les autres, lui, il disait voilà, je t'ai opéré, voilà comment c'est, voilà le diagnostic. Eux, ils me disaient on a l'habitude des tétraplégiques, écoute-nous, et les tétraplégiques, ça se passe comme ça. Et ça me plaisait pas, parce qu'on est tous uniques, on est des êtres humains, et que c'est pas robotisé, quoi. Surtout que la moelle, elle est pas.
elle est jamais sectionnée de la même manière, elle est jamais écrasée de la même manière. Donc en fait, voilà, quand tu réfléchis 2 minutes, tu te dis, Ouais. on peut pas faire une généralité, c'est impossible. Et En fait, est-ce que tu sais que si, on peut faire une généralité, puisqu'ils la font eux. c'est Tu ça. vois. Donc en fait, Mais ils se trompent. mais pourquoi tu décides qu'ils se trompent? Ou comment tu décides qu'ils se trompent? Alors maintenant, je te dis, ils se trompent. À l'époque, je disais pas ils se trompent. Tu disais Mais quoi? aujourd'hui, je te le dis parce que j'en ai la preuve. Mais qu'est-ce- Mais à l'époque, je me disais, et s'il y a un espoir, pourquoi tu casses tout? Je me dis, s'il y a le moindre petit espoir que j'arrive ne serait-ce à bouger un bras, c'est quoi? Ce sera déjà génial. Et je voulais pas qu'on me l'enlève. Je me disais, je m'en fous, je vais tenter. Qu'est-ce que je risque à tenter en fait? Quand tu dis, c'est pour mieux comprendre, hein, mais quand tu dis s'il y a une once d'espoir, pourquoi tu casses tout, c'est lui ou c'est toi? C'est eux. C'est eux? Mm. S'il y a une once d'espoir, pourquoi ils s'amusent à casser ça? Ouais, c'est ça. Ça, tu comprends pas? Non. Et aujourd'hui, tu comprends un peu plus ou... Non. Même quand tu sais que justement, c'était plus confortable pour eux, que tu te retournes pas contre eux ou que tu Même. ne sois pas déçu Même parce qu'en fait, le moral, c'est comme dans un cancer. Hein. Mais dans un cancer, le moral, on dit que ça fait tout. Hein. Mais là, dans n'importe quel handicap, dans n'importe quelle maladie, dans n'importe quelle finalement épreuve que tu traverses dans la vie, le moral, c'est juste la base. Si tu as un minimum d'énergie et de morale pour affronter les choses, ben, tu as tout. Quoi. Qu'est-ce que tu appelles le moral? Le moral, c'est, je sais pas, l'espoir, plus. Et comment ça se manifeste dans ta vie, le moral? Le moral qui fait du bien, quoi, le moral qui va aller vers qui va t'aider en tout cas à aller vers la rémission, ou en tout cas vers un petit truc que tu vas sentir à un moment donné, un orteil qui bouge. C'est comment dans la vie? Ça se passe comment? Je sais pas, je te dis, c'est l'espoir. Hein, c'est vraiment me dire tout ce que tu peux faire, tu vois. C'est ne pas regretter aussi, te dire tout ce que tu vas tenter, au moins tu regretteras pas. Tu te diras, j'ai essayé au moins, tu vois. Quoi que je fasse, quand j'ai essayé de faire mes premiers pas, j'ai pas été très soutenue parce qu'en fait tout le monde s'est dit elle va être déçue parce qu'elle n'arrivera pas à marcher, quoi. C'est incroyable ça. Mais en fait, ils ça. sont déçus à ta place, les gens. Quoi. C'est ça. Mais mon père, le premier, et mon père, en fait, alors ma mère, elle voulait pas, mais il disait ça sert à quoi? N'importe quoi. Bon, moi, je marchais dans un déambulateur. Et mon père, en fait, il me disait oui, si tu veux essayer. De toute façon, il me connaît, il savait que j'allais essayer. De toute façon, Ouais. il dit oui, mais il me dit, mais bon, si tu n'y arrives pas. Je dis, mais si j'y arrive pas, on m'aura au moins donné l'opportunité d'essayer, quoi. Et je regretterai pas. Au moins, j'aurais pas ce truc de me dire, mais en fait, j'ai jamais essayé. S'il faut, je peux. Tu vois. C'est juste ce truc-là, quoi. On peut donner un micro à Yannick? J'ai besoin d'avoir une info. Avant l'accident, est-ce que c'était une tête de bois là, tu sais, les têtes de briques. Oui. Je dis oui. Je réponds oui. Oh ouais, c'est sûr qu'elle a une force de caractère assez peu commune déjà à la base. Hein. Oui, mais elle est déjà née comme ça. Hein. C'est ça. C'est arrivé. J'ai discuté avec ses parents hier ou avant-hier. Ils m'ont dit c'est vrai que dès le début, on savait que ça allait être comme ça. De toute petite. Hein. Ça veut dire que parce que moi je crois pas forcément dans les prédispositions, mais en même temps c'est intéressant de savoir que tu étais déjà Ouais, carrément. ouais, tête de pioche, Ouais. Tête de pioche. Et en fait l'accident là il casse pas ça, quoi. Il Au casse contraire. pas ce côté. Ah ouais, tiens. Au Intéressant. contraire, parce qu'en fait, comme j'aime pas l'injustice, entre autres, en fait, ça me donne de la rage. Et Ah en fait, ouais. quand quelqu'un qui a un caractère, tu vois, comme ça, quand ça lui donne la rage, il est en train de tout péter, quoi. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire Tiens, que moi, parle-moi la de ça. rage m'a poussée. Elle est arrivée quand, la rage? Quand tu as entendu tous les discours de gens qui disaient laisse tomber? Ouais, c'était pas de suite, en fait. C'est vrai qu'au début, c'était juste, je me disais, allez, on avance. C'était au jour le jour, mais je me disais, on avance. Le moindre truc qui bougeait, je me disais, c'est bien, c'est positif. Donc s'il y a un petit truc qui bouge, ça va continuer. Et après, c'est quand je suis arrivée à un centre de rééduc, ouais, là où j'ai chopé la rage. Ouais. D'accord. Alors, moi, il y a une période qui m'intéresse, parce que c'est, à mon avis, là où il y a en tout cas une grande possibilité de se casser la gueule, c'est quand tu es allongé des heures sur un lit, avec une trachéose, c'est ça? Ouais. Et pendant des heures, tu essayes de faire bouger des membres, comment ça se passe? Non, c'est que... Alors, j'ai un truc, c'est que ça se voit un peu, c'est que je suis gourmande. Et en fait, on m'a amené des petits saucissons. Tu sais, les tout petits saucissons. C'est un peu mon péché mignon. Et en fait, sauf que quand t'as pas tes doigts, pas de chocolat, on m'a amené les saucissons, je les regardais, je me disais... Ah, merde. C'est génial. Et là, ça durait un moment, je me disais, je vais au moins manger. Tu crois qu'ils sont sadiques ou c'est des gens qui ont... Non, c'était gentil à la base. De toute façon, ça. j'y serais arrivée avec les deux mains, on se débrouille toujours. Allez, gars.
D'accord. Donc toute la journée, à t'allais à la force- pêche au saucisson. Ouais, c'est pas toute la journée, mais c'est vrai qu'à force Ouais. je dormais beaucoup parce qu'on me. Bah oui, tu me Ouais, j'étais très cachetonnée, on en reparlera. Mais Ah, voilà, j'avais et j'ai réussi à force à, tu vois, et j'ai réussi à attraper. C'est le seul truc que j'ai, c'est cette petite Putain, pince là, c'est génial. qui est toute petite. C'est le seul truc que j'ai avec mes doigts. Oui, il y a- Merci les saucissons. Ah ouais. Donc t'as de la pression avec tes doigts? Très peu, non. Non, tu vois, j'ai Ah, pas- quand même. Très peu. Très peu, mais ça, enfin, je le sens. Quoi. Mais je m'en sers. Mais tu t'en sers, ouais, Ouais. d'accord. Donc Ah au ouais. départ, pour attraper ça. Et en fait, tu voyais des progrès chaque fois? Ben ouais, c'est ça qui est clair. Ah, mais c'est Qui est bien. génial. Ouais. C'est mon père qui avait un petit carnet, c'est ce qu'il faisait tenir. Lui, c'est sa manière de tenir. Tous les jours, il marquait. Et aujourd'hui, alors qu'est-ce qui a bougé? Alors j'ai essayé un peu tout. J'ai dit, ah ben tiens, ça, on l'avait pas hier. Ah Voilà. ouais. Donc il notait petit à petit, ça nous tenait. Donc là, ça a été l'hôpital. Pour l'instant, j'avais pas la rage. C'est vrai que l'hôpital, ça a été. Puis j'étais super bien entourée. J'ai vraiment une équipe top, quoi. Et donc ça a duré presque 2 mois, je crois. Et donc du coup là, c'était pas la rage qui me tenait, c'était vraiment de me dire l'espoir. Là, c'était vraiment le déni. Hein. C'était me dire non, non, mais c'est bon, c'est une passade. Vas-y, raconte-moi l'histoire du déni là. C'était le déni dans le sens où j'avais compris que je serais handicapée. Par contre, je n'acceptais pas que ce soit à ce point. C'est là où tu mets du déni? Ouais. D'accord. Et en Parce fait, que- finalement, ça n'était pas, c'était vrai. Donc, bon, Oui, c'est ça. A voilà, priori, c'est ça qui est fou. Est-ce que c'est parce que tu le sentais? Et je sais pas. Ah, tu sais pas répondre à Est-ce cette que question non, encore. est-ce que je me connais tellement que je sais pas. Parce que à l'époque, j'avais pas ce truc de m'écouter comme je le fais aujourd'hui. Maintenant, je sais ce qui est bon pour moi, ce qui est pas bon pour moi. Je sais quand un médecin se trompe, quand il me dit faites ça, je sais que c'est pas vrai. Ah, J'arrive, voilà, j'ai acquis D'accord. cette compétence avec le temps. Mais quand j'ai eu l'accident, pas du tout. Hein. Vraiment, je faisais comme tout le monde, je ne m'écoutais pas et je ne savais pas m'écouter. Tu sais, on dit qu'avant, les anciens, ils savaient prédire le temps qu'il allait faire. Mhm. Aujourd'hui, on a la météo, heureusement, parce que sinon, on serait bien. ouais, c'est vrai qu'on sent pas les changements. Voilà, on c'est sent- on ça. sent plus rien. Et voilà, mais en fait, ça s'apprend. On est tous capables de le faire. Juste, c'est que ça s'apprend. Et là, sur mon corps, effectivement, j'ai appris avec le temps à savoir ce qui était bon pour moi et ce qui n'était pas bon pour moi du tout. Donc alors moi, le déni, c'est un mot qui sonne bizarre dans ma tête, quoi. Mais en même temps, c'est intéressant de se dire qu'à un moment donné, ça peut nous servir, quoi. Oui. c'est un peu. Alors, je sais pas si c'est un peu le mode veille de Sébastien, mais il y a quelque chose un peu comme ça. Hein. C'est-à-dire, Sébastien, il parlait d'un mode veille. Il disait voilà, parfois, tu es en face de quelqu'un qui va affirmer quelque chose qui correspond pas du tout à ce que tu as envie d'exprimer toi, et qui va te demander plutôt d'obéir, tu vois. Et donc, il dit je me mets en mode veille. Encéphalogramme plat, tu sais. Et j'attends que ça passe, en gros, l'histoire, c'est ça. Et donc, tu penses que ton déni, c'était un peu ça? Ton Ouais. déni, ça t'a servi à faire ça? Ouais, je pense, ouais. De pas accepter, en fait. En vrai, Ouais. j'ai toujours pas accepté. Mais c'est dès le début qu'il faut pas accepter. En fait, quand on parle de attends, le deuil, attends, tu sais, le attends. truc du deuil, là, l'acceptation, ben, je suis pas pour. Ah, vas-y, explique ça, parce que ça, pour moi, alors là, ça nous amène à un truc de ouf, là. Alors, effectivement, donc on sait qu'il y a plusieurs phases dans le deuil, notamment le déni, l'entrée, il y a la négociation. Voilà. Donc je les ai tous faits, et le dernier que j'ai pas fait, c'est l'acceptation, qui est le tout dernier, la toute dernière phase. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais raison, et qu'en fait, il fallait jamais passer par cette phase d'acceptation. Parce qu'en fait, je pense que les psychologues, quand ils parlaient d'acceptation, ils l'entendaient pas comme tout le monde l'entend, c'est-à-dire que l'acceptation, comme ils voulaient l'entendre eux, c'était pas de la résignation. D'accord. Nous, quand on entend acceptation, on entend résignation. Et je refuse de me résigner. D'accord. Par contre, j'ai accepté. J'ai dit, ok, c'est un état de fait, je suis handicapée, ok, je le dis. Il n'y a pas de souci. C'est pas un gros mot, on peut dire handicapé, pas mobilité réduite, hein, c'est bon. Donc ça, je l'ai accepté, même si c'est difficile, D'accord. mais je m'y résigne pas. C'est la différence. Donc ce dernier cap qu'on appelle acceptation, où tout le monde dit, attends, t'as jamais accepté? J'ai dit, mais non, j'ai jamais accepté. C'est pas grave. Et je crois que c'est ça qui m'aide à tenir, en fait. C'est de jamais accepter. Je continue à faire du kiné 2 heures par semaine. Je fais 4 heures de sport par semaine. Je pense qu'il y en a la majorité des gens qui ne font pas autant. Ouais. Mais parce que juste, je me dis, je m'en fous, j'arrêterai jamais de me battre. Jamais. Et tu vois des progrès tout le temps? Alors, j'ai pas de progression, c'est-à-dire j'ai pas de récupération physique. Par contre, tout ce que j'ai, j'apprends à m'en servir de mieux en mieux. Ah, ok. Voilà. Et ça représente quoi, par exemple? C'est surtout au niveau de la marche, là, de plus en plus. Mais c'est vrai que là, je marche un petit peu en déambulateur. Et au début, c'était vraiment un robot. Je faisais un pas, je m'écroulais, après je remontais. Enfin, c'était vraiment chaotique. Et là, j'arrive vraiment mieux à maîtriser. J'ai des contractures musculaires, donc qui sont automatiques. Des mouvements automatiques, j'arrive de mieux en mieux à maîtriser. Quand je sens que ça va partir, hop, je respire, j'essaie de décontracter, j'arrive à les maîtriser, quoi. Ce qui est incroyable, je suis tétraplégique, quoi.
je devrais rien bouger, moi. Putain, mais c'est Donc, vrai. c'est ça, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Euh, donc on a parlé des progressions quand tu es dans le lit, que tu es bloqué. On parle de ton père qui note les progrès. Euh, est-ce que tu penses que c'est... Enfin, on a déjà un peu la réponse, mais j'aimerais qu'on prenne un peu de temps là-dessus. Est-ce que tu penses que c'est important, capital ou anecdotique de noter chaque tout petit progrès qu'on fait? Non, c'est capital parce qu'en fait, je l'ai relu il n'y a pas longtemps. Et du coup, j'ai bien pu voir les progrès parce qu'on a tendance à oublier. C'est plus facile de se dire oui, bon, c'est normal d'avoir ses doigts plutôt que de se dire et à la base, t'es pas censé les avoir, t'as vu où t'en es, quoi. Tu vois, c'est plus facile. Donc du coup, c'est bien de l'avoir noté parce que je l'ai encore relu récemment et je me dis ah ouais, quand même, au départ, tu bougeais rien du tout, quand même, quoi. Et là, t'en es là. Toi, tu quoi. aurais pensé à noter les progrès? Non, ou- mais déjà, je pouvais pas. Déjà pour commencer, j'avais pas mes doigts. Donc, Non, voilà. mais même demander à ce que ce soit noté. Non, je pense pas. Ouais, en fait, on n'y pense pas. Hein. Non. Ça me paraît Moi, pas très l'essentiel c'était que naturel. j'avance en fait. Oui, c'est ça. Alors qu'en fait, ce sont des informations super importantes. Et ouais, c'est à génial ce qu'il a arrêter, fait. quoi. C'est génial. C'est ce qu'il a génial fait. ce qu'il a fait. Ouais. Ça, je pense que c'est vraiment, pour le coup, c'est un outil. On va progresser pendant 9 mois. Il y a un coaching qui va se passer. Pendant 9 mois, on va réaliser un rêve. Je pense que c'est super important de noter chaque petit progrès, de noter chaque... on va s'en servir avec le Codao, mais on s'en servira aussi par d'autres moyens, c'est-à-dire on a posé des actions. Qu'est-ce que ces actions ont généré? Même si c'est pas grand-chose, en fait, finalement, on se rend compte que le pas grand-chose de l'instant présent, On oublie de d'où on la vient. journée, Ouais. finalement, ça peut devenir un grand déclencheur plus tard, parce qu'on se dit, ah ouais, mais en fait, ça, je pensais que c'était rien, et en Ouais. fait, c'était un progrès, quoi. C'était une évolution. Oui, on se voit pas évoluer en fait. On se voit pas On a évoluer. l'impression qu'on a toujours été comme ça. On a l'impression qu'on a toujours été intelligent alors qu'on a été bébé et qu'on ne comprenait rien. Non. Ouais. Non, et c'est vrai, en fait, on a vraiment l'impression qu'on a toujours été comme ça. Et du coup, de noter, en fait, par exemple, nos pensées, c'est pour ça que c'est bien les journaux, le journal intime. Parce qu'en fait, tu vois comment tu réfléchissais à l'époque. Quand tu le dis aujourd'hui, tu te dis, waouh, ouais, j'en suis là aujourd'hui. Quoi. C'est ça, putain, j'avais raison, quoi. Ah ouais. Ouais. Et non, mais c'est anecdotique, mais c'est vrai Non, que mais t'as raison. là, c'est pareil, quand on fait un coaching, c'est vrai que c'est bien de marquer au départ notre état d'esprit. Mhm. Et petit à petit, de marquer notre état d'esprit. Et après, à la fin, on revient au début, on lit, on fait ah ouais, ok, j'ai fait un grand pas. Quoi. Ouais. Et pourtant, on a l'impression qu'on n'a pas bougé, on se dit bon, ça sert à rien. C'est comme, Ça, c'est c'est comme cool, valider les acquis, quoi. Ouais, On c'est s'en ça. servira d'ailleurs de cet outil de valider les acquis, visiblement plus souvent que ce que j'avais imaginé. Mais comme tu nous amènes ça, je pense que très régulièrement, on ira valider les acquis. Après, on verra si ce sera une fois par semaine, tous les 15 jours, tous les mois. Mais c'est intéressant, effectivement, d'avoir un moyen de valider les acquis. Parce que c'est au moins un moment pendant lequel tu te poses sur toi. les actions posées, les résultats. Et effectivement, c'est aussi un moment où tu prends conscience que tu es la personne qui est en train de faire le mouvement. C'est pas rien, parce qu'il peut y avoir des progrès, mais tu peux ne pas te considérer comme la personne qui fait le mouvement. Mais dès que tu es en train de te dire, mais en fait, finalement, c'est moi qui fais ça, bordel. Bien sûr. Tous les jours, c'est moi qui fais ça. Tu gagnes en confiance, tu gagnes en amour de soi, etc. Donc on a parlé de la période à l'hosto, des progrès. Ton père et ce cahier, c'est juste c'est génial ce truc, hein, franchement. C'est clair. Et puis c'est important le père. Hein. Ouais. Le père dans cette circonstance-là, c'est celui Oui, qui et puis valide tu me l'action. demandais d'où je trouvais cette force. J'ai son caractère déjà. Ouais. J'ai hérité de son caractère. Et t'as mieux, parce que si ça avait été celui de ma mère, c'était plus compliqué. Elle est beaucoup plus négative. Ouais. Donc du coup, j'ai hérité de ça et c'est sa force que j'ai pris, c'est son caractère, c'est cette manière de penser. Mon père, c'est juste le plus grand des philosophes, quoi. Mais il le sait pas. Ah ouais. C'est juste qu'en fait, c'est le roi du dev perso. Mais Tony Robbins à côté, si tu veux. Il m'a appris des trucs, mais moi, quand Yannick me montrait ses livres de dev perso, je dis, mais alors, tout le monde le sait, ça. Mon père, il fait ça tous les jours. Mais non, mais moi, j'ai appris ça quand j'étais petite, quoi. Ouais. En même temps, c'est intéressant que tu aies déjà baigné là-dedans et puis surtout que ce soit des options possibles. Parce qu'il y a plein de gens qui même si c'est des têtes de briques, en fait, ils n'ont pas de philosophie ou ils n'ont pas de sagesse. Tu vois. C'est ça. Ouais, ils foncent tête baissée alors que Ouais, c'est ça. non, là, il y a une réflexion, quoi. Ouais. J'adore. Après, on parle du centre de rééducation et de la rage. Parce que moi, tu m'as dit, quand on avait déjeuné à la plage, quand on avait dîné à la plage, tu m'avais dit, moi, il y a un truc aussi qui a été un gros moteur pour moi, c'est la colère. C'est peut-être ce que tu appelles la rage. Ouais, c'est ça. C'est la colère. Et demain, on va voir Paul Fontaine.
demain matin, il est là. Et lui Ah aussi, ben, en c'est termes de rage, en termes de rage, là aussi, là, pour le coup, il est, ouais, Jean-Mi ouais, me bat. il est- Non, il est il meilleur a, que moi. il a de la rage en intraveineuse. Mais ce qui est intéressant, c'est d'arriver à en faire quelque chose, quoi. Ouais. Tu étais dans un centre de rééducation avec d'autres personnes tétra, Ouais. et eux, ils vivaient ça, l'accident, ou en tout cas leur situation, ils la vivaient comment? C'est simple, la majorité des tétraplégiques, des handicapés en général, c'est des dépressifs. Ce qu'on comprend, hein. Ce qu'on comprend, sauf qu'en fait, alors on comprend dans le sens où, de toute façon, le milieu médical fait ça. On te pousse là-dedans, on te dit il faut aller voir un psy. J'ai jamais vu une seule psy depuis que j'ai eu mon handicap. Et visiblement, il valait Mais mieux. jamais, non, mais il valait mieux de toute façon. Mais non, j'ai jamais vu une seule psy. On nous pousse là-dedans, on nous dit que de toute façon c'est foutu, on nous cachetonne. Mais alors, j'en prenais 26 par jour, des Alors, médicaments. Alors justement, c'est ça, c'est qu'il y a un environnement. Il y a des gens dépressifs, C'est il y a ça. un personnel médical qui ne croit pas, et tu es sous cachet. C'est ça, Mais il y a toute un seule. moment où tu fais comment pour trouver l'énergie? Ben, ça me met en colère en fait. C'est quoi? Ça me met en colère. Ça me met en colère. Mais J'ai la rage, quoi. les cachets, ils faisaient quoi? Il m'endormait à moitié. Il t'endorme Bon. sur tout le cerveau. J'avais la mémoire, j'avais plus de mémoire en fait. Je perdais la mémoire. C'est ce qui m'a fait peur en fait. Je me suis dit quand même c'est pas normal quoi. J'aimerais bien avoir toutes mes capacités. Il me reste que ma tête. Laissez-moi là quoi. Ouais. Donc du coup ouais, ça m'a un petit peu mis en colère parce que j'ai senti les effets néfastes des médicaments. C'est-à-dire que moi j'avais tendance plus à progresser en fait au départ quand j'ai eu mon accident. Et en début de centre de rééducation, j'avais tendance à bouger de plus en plus les bras, à bouger de plus en plus même les jambes. Je sentais que les jambes, il y avait des petits trucs qui revenaient un petit peu. Et on me disait oui, mais les jambes, on s'en fout, de toute façon, tu ne remarcheras pas. Donc le but, c'est que tu sois autonome et puis hop, basta, tu rentres chez toi. Mais que je suis autonome, attendez, c'est génial, pouvoir bouger ses jambes quand même, il y a un minimum, quoi. C'est mieux de marcher, non? Non, ici, on n'est pas là pour ça, tu es là pour être autonome, c'est tout. Ah ouais, je trouve pas ça génial, quoi. C'était quoi l'ambition? L'autonomie, c'est apprendre à te lever le matin en tant qu'handicapé, te mettre dans un fauteuil douche, prendre ta douche tout seul. C'est ça l'autonomie. D'accord. Embêter personne en fait. En fait, c'est Voilà, que tu n'es pas de personnel médical. Voilà. Ouais, c'est ça, Au final, tu en as quand même, mais embêter le moins possible en fait. C'est ça le but de la rééducation. On te le dit, hein, de toute façon. C'est peut-être plus une resocialisation, non? C'est quoi en fait? Ouais, c'est rentrer chez toi, quoi. C'est Rentrer chez toi putain, et. c'est dur. Ouais, c'est dur. C'est dur. C'est ça qui était dur en fait. Alors j'ai passé des des mauvais moments. Je pense que j'étais en dépression pendant un petit moment, mais je l'ai pas senti passer parce que je relativise toujours. Donc voilà. Ouais. Mais j'ai été vraiment au fond du seau souvent. Et en fait, ce qui m'a fait réagir par rapport aux médicaments, c'est qu'à un moment donné, je prenais un médicament. Ils m'ont augmenté un médicament contre mes contractures musculaires. Ça bougeait dans tous les sens. Sauf qu'en fait, ça bougeait dans tous les sens, mais je me rendais compte que le fait qu'elles se tendent un peu mes jambes quand je posais les pieds par terre, ça m'aidait à faire les transferts sans me crever. Si tu veux. Bon, en bonne feignante, je me suis dit quand même, ça peut t'éviter de bouger tes bras qui te portent pas. Et en fait, ce médicament s'appelait le Dentrium. En fait, on me l'a mis, on s'est dit non, mais vous avez trop de contractures, là, les 26 que vous prenez, ça sert à rien, donc on va les prendre, et en plus, on va prendre le Dentrium. 27. Et donc, du coup, je l'ai pris, et là, du jour au lendemain, mais le truc, mais radical. Ah oui, c'est sûr que ça a endormi les contractures, hein, mais en fait, tout le reste, je pouvais plus rien faire. Donc, je pouvais plus faire de transfert, je dormais tout le temps, je perdais la mémoire, j'étais épuisée, mes bras, j'arrivais à rien attraper. Donc, j'en ai parlé au médecin, il m'a dit oui, mais on n'a pas le choix, de toute façon. Voilà, on n'a pas le choix, donc j'ai eu l'appui de mes kinés quand même. Qui ont dit ouais, enfin quand même c'est vrai qu'on peut plus faire grand chose en fait. On était en pleine progression et puis là on se rend compte que on peut plus faire grand chose. On régresse quoi. Ils ont de l'autorité eux, ils peuvent. Non, c'était difficile hein. Contre le médecin, les kinés, ils ont pas trop leur mot à dire. Mais malgré tout, à force de se battre, en fait je me suis disputée avec le médecin. Je dis écoutez, je le prendrai pas, c'est comme ça, c'est pas autrement. J'ai plus de 18 ans, je fais ce que je veux de mon corps. Donc voilà, à force on a un peu. Donc il a dit écoute, tant pis pour toi, tu veux pas le prendre, mais le prends pas, tant pis pour toi. J'ai dit très bien, voilà. Et en fait, j'ai bien fait, parce qu'en fait, je l'ai arrêté, et un mois après, j'ai repris la rééducation. Alors, ce qu'on ne saura jamais, c'est si j'aurais pu récupérer plus ou pas, parce que j'ai arrêté de récupérer à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai plus progressé, j'ai juste récupéré là où je m'étais arrêtée. D'accord. Mais j'ai plus jamais progressé. Et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Donc voilà, donc je l'ai arrêté, et un jour, mon médecin est venu me voir, il m'a dit bon, a priori, ça va mieux depuis que tu n'as plus le Dentrium. Je dis oui, ça va mieux, ouais. Je me suis un peu... je me sens vachement mieux, je peux faire à nouveau mes transferts. Il m'a dit c'est salaud de médecin, hein. J'ai dit oui, je vous le fais pas dire. Donc voilà, donc ça a été réglé, mais ça a commencé comme ça, où j'avais ma mère qui me disait beaucoup pourquoi tu prends des médicaments, t'es pas malade? J'ai dit oui, mais écoute-les, c'est des médecins. Mais ça m'a fait réfléchir. Tu jouais l'histoire quand même. Ouais, ça m'a fait réfléchir, et en fait, à partir du moment où je suis sortie de centre de rééduc, je me suis dit je vais essayer quand même d'arrêter petit à petit ces médicaments, parce que je sentais que ça me mettait pas bien quand même, je m'endormais à table et tout, c'était horrible.
Et finalement, j'avais toujours autant de contractures. Hein. C'est ça qui est drôle dans l'histoire, c'est que j'avais toujours autant de contractures. Je me suis dit, s'il faut, j'en aurais plus si je le prenais pas. C'est ce qu'on m'a dit. D'accord. J'en prenais un aussi pour la vessie, pour pas avoir de fuite urinaire. Mais en fait, j'en avais jamais eu. Mais on m'a dit oui, c'est parce que vous le prenez. Ok, Ouais, c'est ça. c'est ça. Et C'est donc du coup, l'histoire, je me ouais. suis dit, je vais arrêter doucement pour voir. Et si je vois que ça va pas, je vais attendre de les reprendre, tu vois. Mais au moins, je me donne la chance d'essayer d'arrêter un peu. Et j'ai arrêté progressivement. Ça faisait rien, ça faisait rien, ça faisait rien. Au bout d'1 an, sans avoir rien pris, je me suis dit, mais en fait, tu t'es réveillé, quoi. C'est-à-dire que en 2007, j'ai arrêté en juillet 2007. Et au bout d'1 an, je me suis rendu compte que il se passait rien, c'est-à-dire que j'avais toujours autant de contractures, mais pas plus, pas moins. Donc je me suis dit, Ouais. en fait, il servait à rien tes médicaments, quoi. Ça va J'avais pas, toujours pas de fuite urinaire, hein, j'avais aucun souci en fait. Donc tous les médicaments que je prenais servaient à rien. Et au bout de 3 ans, c'est-à-dire en 2010, en juillet 2010, d'un coup, je me suis réveillée. J'ai eu cette sensation de me réveiller. C'est-à-dire que j'étais moins fatiguée, j'ai commencé à avoir la pêche, à me dire, tiens, je vais faire des projets, je vais avoir... d'un coup. Et en fait, c'est le temps qu'il a fallu à mon corps pour se débarrasser des médicaments, quoi. Ah oui, d'accord. C'est impressionnant, 3 ans, quoi. Oh. Et j'ai commencé à enlever mes bas de contention, à me dire ah ok super. Je commençais un petit peu à transpirer alors que je transpirais plus. Bon, il y a des choses qui sont revenues un petit peu, Ouais. et je pense que je me suis désintoxiquée. Ouais. En fait, enfin, en gros, tu prenais des médicaments pour prévenir des problèmes que tu n'avais pas, quoi. C'est ça, exactement. Et en fait, qui mettaient juste ton corps dans un état off. Et mon quasiment. foie. Et ton Ouais, foie. et mon foie. Et ton foie. Ouais, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé à cause de ça, quoi. Donc Ok. voilà. D'où ma D'accord. rage. Alors, voilà. Donc effectivement, tout ça te fout la rage. Mais il y a un moment où tu dis que tu progresses plus. Ça se passe comment dans ta tête quand tu progresses plus? J'ai toujours pas perdu espoir. Je me dis ok, je progresse plus pour l'instant, on verra, peut-être ça reviendra un petit peu. Même si j'avais toujours dans la tête le médecin qui me disait au bout d'1 an, normalement si tu progresses plus, c'est que c'est foutu. Alors il s'est trompé un petit peu parce que j'ai eu quelques petites progressions entre-temps, notamment de recommencer à transpirer, parce que je me trouvais mal en fait. Quand il faisait trop chaud, comme j'avais pas la transpiration, ça sert en fait. Ouais. Ça a régulé la température de ton corps. En fait, moi je régulais pas du tout, donc je montais en température et je descendais jamais en fait. Ah ouais. Donc du coup, je me trouvais mal. Donc du coup là, j'ai commencé à me réguler par rapport à ça. Donc je me suis dit c'est quand même une progression au bout de 3 ans, quoi. Alors est-ce que c'est parce que médicaments, on sait pas, on saura jamais. De toute façon, et après je reste quand même un mystère de toute façon pour les médecins parce que je devais pas bouger comme je bouge mes bras, je devais même pas bouger mes jambes alors que j'arrive à faire des pas, je marche toutes les semaines. Il y a aussi la trachéo. la trachéo, la voix aussi. Il te dit Ouais. que tu pouvais parler. Plus parler difficilement, mais en tout cas plus chanter puisque j'avais une trachéo. Tu Non, mais- parles. Non, mais c'est dingue. Je trouve ça juste incroyable. En fait, tu crois pas, quoi. En fait, juste, ils annoncent un truc auquel tu crois pas. Non, pas complètement en tout cas. Est-ce que tu avais des douleurs physiques? Pas trop. À l'hôpital, ouais, j'ai bien galéré les cervicales. Hein, effectivement, j'ai une cervicale qui a bougé, hein, donc on m'a opéré au niveau des cervicales. Ouais. Donc au bout d'un mois, j'ai eu des douleurs atroces, je tenais pas, ils savaient plus quoi me donner. Parce que ça, c'est un peu une espèce de rappel à l'ordre. C'est-à-dire que tu as de l'espoir, mais tu as la douleur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que la douleur, c'est pas quelque chose qui te plombe? Ah mais là, t'inquiète pas, j'ai pas la douleur, mais ce qui me rappelle, c'est qu'à chaque fois que j'attrape un truc, je le fais tomber, je me rappelle, t'inquiète. Hein. Ouais. Non, ça me le rappelle tous les jours. Hein. Je galère bien tous les jours, donc je me rappelle bien que je suis handicapée, il n'y a pas de souci, quoi. En fait, c'est fou. Il y a un truc qui se passe presque dans la réalité et un truc qui se passe dans l'irréalité, dans l'intangible. C'est comme si on reparlait tout à l'heure, une espèce de schizophrénie comme ça. Ouais. Il se passe un truc dans la réalité, mais toi, tu vis autre chose, dans une espèce de monde intérieur dans lequel tu crois pas les médecins, ceux qui te plombent, ceux-là, voilà, à la limite, finalement, presque ils te filent du carburant pour t'emmener justement dans la colère, dans la rage. Avec cette rage-là, tu arrives à poser des actions, tu arrives à progresser. Enfin, c'est compliqué. On est tous assez on va dire, il y a beaucoup de gens, qui croient dans la réalité, Oui. qui croient dans la figure d'autorité, le médecin qui dit que ça ne marchera pas, qui croient dans la douleur. Si j'ai mal, ça veut dire que ça dysfonctionne. Ouais. Qui croient dans l'environnement. Ils sont tous dépressifs, ça veut dire qu'il faudrait aussi que moi je le sois, que je le devienne. Et en fait, ils ne croient pas dans l'autre côté, le côté un peu intangible. J'ai la foi, j'y crois pas, je sais que c'est possible. Ouais. Il y a ce doute qui a été créé à un moment donné, comme une espèce de petite fenêtre qui me garde toujours un peu éveillé. Je prends des cachetons, mais je vois qu'à l'intérieur, ça fait quelque chose qui convient parfaitement à l'environnement, mais qui ne convient pas du tout à cette part de moi qui vit l'autre histoire. Je me bats, j'arrive à éliminer les cachets, avec le risque, parce que j'imagine que quand on prend 26, il y a un moment où quand tu les arrêtes,
même quand on prend 27, il y a un moment où quand tu les arrêtes, tu te dis, il y a quelque chose qui va se déclencher. C'est ça. Oui, j'avais un peu peur. Hein. Ça, je me suis dit, t'arrêtes tout, tu prends le risque. Mais après, en me disant, tu pourras les reprendre derrière, c'est pas grave, quoi. Mais oui, bien sûr, j'ai pris le risque. Après, j'ai arrêté petit à petit, j'ai pas fait la dingue. Hein. Je pas dit, j'arrête tout. Je me suis dit, oui, j'arrête tout, mais par contre, voilà, j'ai arrêté un mois, j'en ai arrêté un, après deux. Enfin, j'ai fait vraiment petit à petit quand même, quoi. Donc en fait, l'idée, si j'entends bien l'histoire, l'idée, c'est quoi qu'il se passe, et quelle que soit la situation, l'environnement, le discours des autres, il y a de toute façon ce qui est à l'intérieur, auquel toi tu crois, et qui t'emmène de toute façon, enfin, tu sais que ça t'emmène, c'est une énergie qui t'emmènera vers quelque chose de meilleur. Ça, c'est la voie. Ça, c'est la voie à suivre. C'est celle que tu lâcheras jamais. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est juste, il n'y a pas que l'espoir. C'est que, en fait, je suis quelqu'un d'optimiste, déjà. Et je pense que d'être positif, c'est pas donné à tout le monde, en fait. On est dans un pays, après, je pense que c'est une société plus. Les gens, ils se complaisent un petit peu dans leur malheur. C'est dur ce que je dis, hein, mais c'est un peu vrai. C'est-à-dire que quelqu'un à qui il va arriver quelque chose, ben, c'est l'occasion pour se plaindre, quoi. D'accord. Tu vois, enfin, c'est plus l'occasion pour trouver une excuse. D'accord. Voilà. Excuse. Une excuse, ben, je peux pas faire ça. Et ouais, mais ça, c'est pas possible. Et ouais, mais ça, du coup, ouais, mais moi, avec ce qui m'arrive, tous les gens qui m'entourent, écoute, je remonte le moral de tout le monde. C'est un truc de fou. Les copines viennent me voir, me disent, ouais, en ce moment, ça va pas. Mais parce que effectivement, moi, je montre pas ce côté-là de me dire, bah, il m'arrive un truc et bah, c'est pourri, quoi. Alors que c'est vrai. Mais sauf que moi, dans ma vie, je me dis, ok, tu as ça, tu peux prendre en compte le fait que tu es handicapé, c'est certes, qu'il t'arrive plein de merde et que tu as plein de trucs. Ouais, il n'y a pas que ça, hein, mais sauf que qu'est-ce que tu en fais maintenant? Est-ce que tu décides que tu es une victime et que tu vas te plaindre toutes les 2 minutes en te disant, ben voilà, mais de toute façon, je suis handicapé, que vous voulez que je fasse, moi? Non, non, je vais rester à la maison et regarder la télé, puisqu'il y a de mieux à faire. Donc soit je fais ça, ce que fait une majorité de personnes finalement, soit je me dis ok, bouge ton cul et tu vas arriver avec quelque chose, quoi. Et peu importe quoi, mais tu vas arriver à quelque chose. Il faut que tu sortes de là et même si tu es toujours handicapé toute ta vie, mais tu fais autre chose, mais tu fais quelque chose, quoi. Ok, quelque chose, ça je te l'accorde. Une semaine. Mais comment tu tiens la semaine d'après, puis la semaine d'après, puis la semaine d'après, puis la semaine d'après? Tu vois, enfin, il y a un moment où le bouge ton cul, tu vois, ça tient pas sur des années. J'ai des jours où je suis en bas. J'accepte que j'ai des jours qui sont en bas. Ces jours-là, je les prends. Je me dis, ok, aujourd'hui t'es pas bien, demain ça ira mieux. C'est pas grave. Demain ça ira mieux. Je me dis toujours ça. Et le lendemain, je me lève, je dis, allez, maintenant c'est fini. Tu t'es bien posé hier, t'as bien pleuré, t'étais bien mal, maintenant tu remontes. Bouge ton Mais cul. il faut juste pas y rester. C'est-à-dire que c'est très facile de rester dedans. Ben oui. C'est très facile. En fait, on n'est pas bien et en même temps, c'est un confort. Est-ce que c'est pas une situation où les gens ils ont tendance justement à t'excuser d'être down, quoi, tu vois? Ouais. À la limite, ils t'aideraient pas trop à te le relever parce que Au contraire. Au contraire, les gens à chaque fois ils me disent ah ouais mais t'es handicapée mais pourtant t'es vachement souriante. Mon Dieu, pardon, je m'y attendais pas à celle-là. Ouais, mais sauf que tout le monde le pense. Je suis désolée, mais c'est vrai, ils ont raison en fait. Tout le monde le pense, quoi. Mais t'es vachement Et souriante. pourtant t'es vachement souriante. Moi j'ai eu des pires. Hein. Franchement, je pourrais écrire un livre juste sur ce qu'on m'a dit parce que j'ai une auxiliaire de vie, c'est quand même son métier de s'occuper des handicapés, qui me dit un matin. Mais en fait, t'es tétraplégique, mais je sais pas, t'as le regard vachement vif, tu regardes pas, tu ressens pas aux autres. Comme les chiens, t'as les poils brillants. C'est ça. Sauf qu'en vrai, il y a plein de gens qui pensent ça. Ah putain, c'est dur. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte il y a peu de temps, c'est qu'en fait, les gens, souvent, c'est ce que j'explique en fait quand je fais des ateliers, je fais des questions-réponses avec des infirmiers, etc., des gens qui sont dans le milieu. Et la question qui revient toujours, c'est « Ouais, mais moi, j'aime pas aider les gens qui sont handicapés parce que j'ai peur qu'ils m'envoient chier. » Et du coup, je leur demande pas parce que j'ai un peu peur. Je me dis « Ouais, si je lui demande, il va mal le prendre. » Je dis « Si t'as quelqu'un qui est valide à côté de toi, qui tombe par terre, tu vas pas le ramasser parce que t'auras peur qu'il t'envoie chier. » Donc, ça veut dire que tu ne vois pas une personne, tu vois un fauteuil roulant, en fait. Et le problème des gens, c'est qu'en fait, quand ils me voient, ils voient d'abord un fauteuil roulant, en fait. Ils voient pas une personne. Moi, tu sais qu'il y a des gens qui m'ont dit je t'appelle la ninja à roulette. Et quand on était à la JDA... Moi, je m'appelle Boulette à roulette. Mais... Boulette à roulette. C'est ma ninja à roulette. Et à la JDA, je te vois au loin, tu étais dans un groupe avec tous les tout le staff. Et je dis, elle est où ma ninja à roulette? Elle est où? Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, elle l'appelle pas comme ça. Je dis, pourquoi? C'est quoi? C'est Ninja qui te gêne? Et après, je suis allé te voir.
Et en fait, c'est vrai, les gens, ils sont juste, ils sont embarrassés en fait. Ils sont embarrassés. Ouais. C'est comme si Alors ça c'est devait pas leur faute, hein. exister. C'est pas leur faute, hein. Mm. C'est à cause de ce saloperie de trucs handicap à la télé là. Quand on en parle à la télé, en fait, il faut les plaindre les handicapés en France. En France, hein, parce que c'est très très français. Ah ouais? Ouais, c'est très français. Tu vas aux États-Unis, les gens ils voient pas le fauteuil. Ici, ils te voient galérer, par contre ils t'aident, mais c'est normal, ils s'en vont, ils attendent pas le merci quoi. Ouais. C'est normal, c'est juste évident. Il y a pas de caisse handicapée. Tu vas aux États-Unis, t'as pas de caisse handicapée. Hein. T'as pas de priorité. Mais en fait, les gens te laissent passer parce que c'est normal, t'es un être humain et que tu galères quoi. En France, tu es obligé d'imposer aux gens parce que les pauvres handicapés souffrent et que du coup, il vaut mieux laisser passer. Du coup, qu'est-ce que ça crée? Ça crée que les gens se disent, ils nous saoulent ces handicapés, toujours sont prioritaires. Mais c'est normal, c'est super normal en fait. Mais en fait, ça crée ça. Et en fait, à la télé, quand on voit le Téléthon, eh bien, on voit des gens qui sont handicapés, qui sont là, mais oui, mais je souffre depuis des années, mais je peux même plus le regarder. Je crois que je l'ai vu une demi-émission un jour, je peux même plus le regarder quoi. C'est pas ça les handicapés en fait. Bah, en même temps, c'est pas ça les handicapés, mais si on veut gagner du pognon, il faut faire pleurer dans Ouais, les mais c'est ce chaumières. qui m'agace. C'est ce qui m'agace quoi. Et donc, du coup, tu crois que ça généralise Oui, parce que ça les gens, visage du commun. coup, il y a une espèce de tabou là-dessus où ils veulent. Ah, t'as la projection aussi. Les gens, ils se disent, je voudrais surtout pas être comme ça, donc je veux pas lui parler. On ne sait jamais si c'est contagieux. Donc, c'est inconscient, c'est inconscient. Les gens se disent pas ça pour de vrai. Mais les gens, ils ont un peu ce truc-là de se dire, je préfère pas voir, je veux pas savoir que ça existe en fait. C'est comme la misère dans le monde. Il y a plein d'enfants qui meurent en Afrique, mais tous les jours on le vit très bien. Hein. C'est pas grave quoi. Ouais. Mais sauf que ça existe pour de vrai. Mais il vaut mieux pas qu'on le voit parce que comme ça, on se sent mieux. Donc c'est humain, c'est normal. Genre, moi, je suis pas là pour juger les gens, je suis pareil. C'est juste que du coup, la télé n'aide pas à dire, écoutez, vous voyez un fauteuil, vous voyez d'abord un être humain dessus. En fait, c'est juste une personne qui a eu un problème à un moment donné de sa vie, quoi, et qui utilise le fauteuil parce que sinon, ramper par terre, c'est pas pratique. Bon. Donc du coup, voilà, c'est comme une personne en béquille. Une personne en béquille, on la traite moins comme une handicapée. Ouais. Mais dès qu'il y a un fauteuil, là, ça commence à être compliqué, quoi. Après, il y a des croyances aussi autour du fauteuil. Moi, j'avais travaillé quelques années, j'étais animateur pour un festival de court-métrage. Et en fait, le but du festival, c'était l'intégration des personnes handicapées dans le milieu audiovisuel. Et tout le staff, on va dire, la moitié du staff était en fauteuil. Et donc parfois, on se retrouvait le soir. Et donc tous les fauteuils, là, ils se foutaient sur les canapés. Et donc après, il n'y avait plus de place pour se foutre sur les canapés pour regarder la télé. Donc tu te mettais sur les fauteuils. Donc je me mettais sur les fauteuils. Et donc du coup, il y a des gens plein qui disaient, des valides, hein, qui disaient, ça porte malheur, tu sais, de te mettre sur un fauteuil. C'est la seule chaise, tu vois. Et j'avais appris, tu sais, à jongler, à faire des roues arrière. Je me suis vautré, mais bon, oui. j'ai arrêté. Mais voilà, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de croyances sur le fait que, voilà, autour du handicap, autour du fauteuil, ça porte malheur. C'est quoi qui porte malheur, ouais. Tu vois. Mais c'est des projections, hein, c'est toujours pareil. Je pense qu'on veut pas, voilà, on veut ignorer que ça existe en fait un petit peu, et c'est humain, c'est juste humain. Mais, c'est ce que tu te dis pour supporter ça au quotidien, que c'est juste humain. Ouais, et qu'il y a des gens bêtes aussi des fois, ouais. Et que c'est pas leur faute. Comment ça m'aide un peu. Comment tu te perçois, toi, au milieu de ça, maintenant, dans la société? Parce que là, voilà, quoi. Il y a eu toute cette phase. Il y a eu toi avant l'accident. Il y a toi aujourd'hui. Il y a eu toute cette phase de transition qui a duré des années. En quelle année t'as dit? En 2005. 2005. C'est en 2010 que tu as arrêté que tu t'es réveillé? Que je me suis réveillée, ouais. D'accord. Donc, du coup, ça fait 7 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ces 7 dernières années? Je pense que ça vaut tous les bouquins de dev perso du monde, à mon avis, tu vois, de vivre ce genre de choses. Effectivement, parce que tu apprends à relativiser beaucoup de choses, tu apprends la patience, tu apprends... La patience dans quelle situation? Ah ben la patience, il faut que tu apprennes à attendre après des gens, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que tu peux plus faire toi-même, donc tu attends qu'on le fasse pour toi. T'étais plutôt du genre à demander ou... Ah, jamais, mais jamais. Oh merde, c'est con ça. Je faisais ma vidange moi-même. Ah ouais. Non, j'étais très très indépendante, très autonome, et je supportais pas de demander de l'aide. Et là, ça me fait mal encore de demander de l'aide, mais je suis obligée. Et quand je demande de l'aide, il s'est trouvé ce truc-là aussi que j'ai rencontré dans le milieu médical. C'est que c'est FADé de 2, pour ceux qui se connaissent un peu l'énéagramme, de 2 désintégrés, qui en fait sont là pour aider, pour se valoriser. Et en fait, ils ont une espèce de pouvoir sur toi. C'est-à-dire que quand tu as besoin de quelque chose, ils se font un plaisir de te faire attendre parce qu'ils ont le pouvoir. Un gars de power, tu vois. D'accord. Et ben, si je te le donne pas, tu peux pas le faire, quoi. Tu vois. Il y a ce petit truc en fait dans le milieu médical qui m'avait un peu choquée, où je m'étais dit mais t'es là pour m'aider quand même, non. Et du coup, ouais, il y a ce petit truc, et il y a beaucoup de gens en fait où je ressens ça en fait. Il y a ce petit truc, ils ont le pouvoir. Ils disent, bon, mais elle attendra, hein, c'est bon. Ça, je l'entends très très souvent. Ouais, ben elle attendra. Elle a le temps, elle attendra. Et sauf que je suis pas du tout patiente, que je suis hyper active. Donc moi, quand je veux un truc, je peux faire de suite en fait. Et donc quand c'est des choses que je peux faire moi-même, je le fais immédiatement parce que voilà, je supporte pas d'attendre. Et quand je dois attendre après quelqu'un, c'est très dur.
Donc là, tu apprends la patience parce que tu te dis, ouais, mais en même temps, pas de doigts, pas de chocolat. Donc si tu peux pas le faire, mais tu vas être obligé de. Effectivement. De prendre un peu sur toi. Mm. Et de supporter que ça serve aux autres d'avoir le pouvoir, quoi. C'est ça. Et tu peux pas. Après, moi, je suis pas psy, je suis pas là pour faire en sorte que les gens aillent mieux. Bah oui. Enfin, si maintenant j'ai un métier qui va faire ça, mais Oui, oui. je suis pas là en fait pour régler les problèmes de tout le monde. Donc maintenant, alors j'ai pas toujours pensé ça. C'est en ça que je te dis que c'est un vrai livre de dev perso, là, Ouais, ma ouais. vie. Parce que avant, je me mettais tout le temps en colère. Je dis mais c'est quoi ce con. Bon voilà, comme tout le monde. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai beaucoup de compassion et j'arrive à me dire ok, c'est lui qui a un problème quoi. Ok, lui il a un problème à régler. Voilà, il va falloir faire avec quoi. Hmm. On est tous handicapés. Hein. On est tous handicapés. Ouais, c'est souvent pas forcément ceux qui sont en fauteuil. Et ça qui se voit le pas sont des au fois. fauteuil. Ça se voit pas des fois. Waouh. Est-ce que vous avez des questions pour Isabelle? Je n'ai aucun tabou. On voit. Tiens, il y a Ah, une ça va question réveiller, de, du coup. il y a une question de Philippe ici. Salut. Salut. Comment réagissent les autres handicapés quand ils sont avec toi? Parce que je pense que tu dois en croiser pas mal. Ouais. Et quand ils voient cette dynamique que tu représentes, cet optimisme, etc., comment ça réagit? Alors c'est pour ça que je suis là justement parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'ai mis longtemps à m'en rendre compte, mais je pensais que tout le monde était comme moi et que c'était normal en fait. On est tous comme ça en fait. On croit que notre caractère est normal en fait et que tout le monde doit être pareil. Donc je l'ai compris et en fait c'est pour ça que j'ai écrit un livre entre autres. C'est pour ça que j'ai un Facebook où les gens me contactent et me disent je suis handicapée, qu'est-ce que je fais. Ça me pousse beaucoup. Mais récemment je me suis rendu compte que ça faisait pas que pousser, mais qu'il y avait des gens. Notamment, là, j'ai fait du parapente il y a 15 jours, donc j'étais obligée de le mettre sur Facebook hein, quand même. Là, il fallait que j'exprime. Donc j'ai dit hey, j'ai fait du parapente et vous? Et en fait, il y a beaucoup de valides qui m'ont dit mais moi, je suis valide et j'oserais pas le faire. Comment tu fais quoi? Et j'ai eu une personne qui a tagué sa mère et qui a dit regarde maman, sa mère qui était handicapée a priori. Et là, sa mère, elle m'a répondu, ou c'était quand j'étais partie en vacances. Je suis partie seule en vacances aussi. J'ai dit voilà, on peut le faire aussi. Elle a dit oui, avec l'argent, on peut tout faire. Hein. Voilà. Là, alors que bon, ça m'a rien coûté en fait, c'est ridicule quoi. Et en fait, là, ça m'a montré, j'ai pas répondu du tout aux commentaires, je me suis dit, elle a un chemin à faire et elle est pas prête à l'entendre. Je pense que son fils a voulu l'aider en faisant ça et ça a fait l'effet inverse. Elle s'est dit, ouais, c'est bon, très bien, elle sait le faire, c'est très bien, parfait, mais moi, je suis pas pareil. Voilà. Ça fait partie des gens qui se donnent des excuses. Bon, je pense que je suis un peu comme tout le monde là, ça nous impacte beaucoup, hein, ton intervention, et ça nous met beaucoup de pied au cul. Sur plein Tant de mieux, choses. c'est bien. Voilà. Est-ce que tu es un peu médiatisé, etc. Est-ce que tu as des projets pour passer au-delà de Facebook, justement, pour raconter ton histoire? Parce que je pense que ça peut avoir un impact non seulement sur le monde handicapé, mais aussi sur le monde des handicapés mentaux comme nous. Oui, non, mais c'est clair, je le fais surtout pour les valides, en fait, en vrai. Parce que je pense que les handicapés ont déjà assez de choses à gérer pour qu'en plus je les aide. En fait, je suis en train de chercher une maison d'édition pour mon livre parce que j'ai dû m'auto-éditer, c'est très compliqué. Donc je suis un peu sur la voie, mais je galère, mais parce que justement pour ça, je voudrais qu'elle s'en occupe, parce que c'est pas trop mon... Ça m'agace un peu de faire toutes ces démarches, tout ça, mais effectivement, je pense qu'il faudrait le dire au monde entier, ouais, ce qu'on vit quand on est handicapé, et essayer d'expliquer aux gens que quand on me voit, alors le premier abord, on voit une handicapée, on se dit, oh la pauvre. Et en fait, à la fin, quand on a fini de passer un repas avec moi, on se dit, elle a un caractère, quoi. On voit plus l'handicapé, en fait. Ouais. Et en fait, c'est vraiment ce que je voudrais faire passer, moi. C'est vraiment me dire, arrêtez de me voir comme une handicapée, c'est insupportable, parce que moi, je ne me vois pas comme une handicapée. Chaque fois que je passe devant le miroir, je dis, ah oui, c'est vrai. Tu vois, c'est vraiment... Donc moi, c'est plus ça mon message. Effectivement, j'aimerais, alors ça bouge petit à petit, c'est trop lent pour moi parce que je suis impatiente, mais ça bouge petit à petit. Effectivement, je fais pas mal de conférences, je tourne pas mal, là, et j'en ai eu, là, ça a été une semaine justement riche en demandes, donc ça bouge, mais ça reste en termes de conférences. Ça va pas trop au-delà, pour l'instant. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc le livre, je l'ai dans la main, t'en as amené plein, parce que je sais qu'à chaque fois... Non. Oh non. J'ai demandé d'amener plein de livres parce que je sais qu'à chaque fois ça part. Il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure, c'est Amélie qui m'a dit tout à l'heure, je l'ai lu cette nuit en d'un trait, c'est génial. Ne laissez personne vous dire que c'est impossible. De toute façon, on vous dira où le trouver, le livre, mais c'est vraiment génial. Je peux prendre les commandes. Alors moi, ce qui m'intéresse, tu vois, c'est que c'est pas du tout le handicap, et c'est pas du tout ton côté handicapé, c'est ton côté
capable d'aller chercher des leviers là Oui, où toi, tout t'as le fait un monde- repas avec moi, c'est pour ça que tu me vois plus comme une handicapée. Oui, c'est vrai, en même temps, t'as raison, j'en ai fait quelques-uns. Mais tu vois, c'est ça, c'est l'idée, c'est de se dire, en fait, on croit tous qu'on est limité à un moment donné. Ou on croit tous l'environnement qui nous dit qu'on est limité à un moment donné. On croit tous la situation qui nous dit qu'on est limité à un moment donné. On croit tous aussi, techniquement, qu'on va être limité à un moment donné. Mais en fait, on a le choix de faire confiance à ce qui se passe dans l'environnement, ou de se dire qu'est-ce que je crois moi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je crois moi. Parce qu'en fait, finalement, voyons les choses de manière extrêmement simple. Hein. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez cette voix et vous avez connecté avec cette voix. Parce qu'on ne fait pas de développement personnel quand on ne sait pas l'écouter ou quand on ne l'a pas entendu une fois dans sa vie, quoi. Mais dès qu'on a commencé juste à se dire ce que l'univers, le monde me propose, ça ne me convient pas, parce qu'à l'intérieur de moi, je sens autre chose. Alors, je n'arrive pas encore à identifier quoi, il n'y a pas de mots qui se mettent dessus, mais je sens qu'il y a un truc, ça ne marche pas, quoi. C'est pas fluide pour moi. Ce qu'on me propose, c'est OK, je vois bien que tout le monde... Voilà, tout le monde vit dans le truc. Voilà, je suis handicapé, ils sont tous déprimés. Donc, a priori, ça devrait être ça, la norme. Mais moi, je sens qu'il y a un truc qui n'est pas fluide avec ça. C'est pas mon fonctionnement. Donc, du coup, qu'est-ce que j'écoute, quoi ? Là, si vous avez un rêve à mettre dans votre vie, à matérialiser dans votre vie pendant 9 mois, il y a un moment où vous allez vous retrouver avec des gens qui vont dire « Oh, bah attends, c'est qui ce type ? C'est un gourou, ton marchand, là ? Attends, sans déconner, le mec, 9 mois, un rêve. Il y a déjà un rêve, il y a des rêves qu'on n'arrive pas à mettre en toute une vie, alors 9 mois. Donc ça, c'est l'environnement, quoi. C'est l'environnement, c'est le discours. Non, mais ça va arriver. Il y a un moment où ça va arriver. Il y a même un moment où vous allez me voir ma tronche un matin à 6h30 et vous allez dire, mais il me casse les couilles, lui. J'en peux plus, là. Mais pourquoi je suis en train de faire ça ? Il est 6h30, je serais pas mieux dans mon plumard en train de dormir. C'est peut-être ça, finalement, mon rêve. C'est aller me coucher, quoi. Voilà. Donc il y a un moment où ça va arriver. Donc soit c'est l'environnement qui va vous dire ça, soit c'est vous qui allez vous le dire tout seul. Et il faudra toujours se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que je crois moi derrière tout ça ? Qu'est-ce qui est vraiment important derrière ? Je défends quoi ? Je défends quoi ? Parce que je trouve que ce qui est génial, et c'est pour ça que ça résonne, c'est qu'en fait, il n'y a rien dans ton discours de personnel. Il n'y a rien de toi et de ton petit toi. Il n'y a rien qui dit je vais vous prouver. C'est incroyable. Ton truc est propre. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a le nombre de gens qui disent ouais, mais j'avais envie de prouver que j'aurais été capable de. Et là, d'un seul coup, tu te dis tout de suite c'est intoxiqué par un espèce de truc bizarre, tu vois. Il y a un moment où la personne à qui on a envie de prouver, elle n'est plus là et on se dit bon, on fait quoi après ? Oui, c'est pour ça que tu disais ça tient une semaine, pourquoi ça tient pas plus ? C'est parce que justement, il n'y a pas ce truc-là de se dire j'ai rien à prouver à personne, moi. Je suis là pour moi, c'est moi qui le vis tous les jours, il n'y a personne d'autre qui le vit. Donc, c'est ça, en fait. Ton énergie, c'est la vie, quoi. C'est juste la vie, quoi. Bon. On a une question ici, là. Ah, pardon. Et une question Bonjour. à Annie qui a déjà le micro, pardon. Ah, pardon. Bonjour. Bonjour. Moi, j'aimerais savoir si tu penses qu'il y a fondamentalement des gens négatifs et des gens positifs, parce que tu as l'air de dire que chez toi, c'est génétique, tu as cette énergie et cet optimisme. Est-ce que ça veut dire que les gens qui ne sont pas positifs, je ne parle pas pour moi, qui suis une inconsciente totale, mais est-ce que ça veut dire que les gens qui sont négatifs, parce que j'en connais, est-ce qu'ils sont définitivement tous, ouais. négatifs ? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut transcender ? Alors, justement, moi, je suis un bon exemple parce que mon père est quelqu'un de super positif. Il voit toujours allez, on y va, super en avance. Et ma mère est là, mais de toute façon, tout est foutu. Moi, de toute façon, je voudrais juste m'allonger et que ce soit fini, que je me réveille pas. Voilà, donc j'ai vraiment les deux extrêmes à la maison et j'ai choisi mon père, en fait. Donc je pense que c'est pas génétique, en fait, c'est que je lui ressemble parce qu'à un moment donné, je me dis non, c'est vachement mieux sa version à lui, en fait. Et mon frère a choisi ma mère. Bon, c'est voilà. ton choix. Voilà. Mon frère a choisi ma mère. En fait, il a décidé de dire de toute façon, la vie c'est pourri et puis mon boulot ça va pas du tout. Il a une vie plus pourrie que la mienne, quoi. Il arrête pas de se plaindre. Donc non, je pense que c'est pas forcément génétique. Je pense pas, ou peut-être, en tout cas ça, on l'a jamais prouvé. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que génétique ou pas, tu choisis ta vie. C'est toi qui choisis à un moment donné de switcher, de continuer là-dedans ou pas, quoi. Il y a des gens qui sont négatifs et à un moment donné, on va leur dire écoute, maintenant, il y a peut-être quelque chose de sympa qui peut se passer dans ta vie, quoi. S'il te plaît, essaie de sourire, juste souris, quoi. Voilà. Et je pense que oui, je pense que juste tu peux changer, même si c'est ta nature, et pourquoi pas, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, même si c'est ta nature, tu peux changer ce truc-là. De te dire, écoute, à partir de maintenant, j'en ai marre, j'arrête de me plaindre, quoi. Non, c'est pas le cas, mais j'ai des gens dans mon entourage non, qui je sont comme dis ça, tu, et tu te demandes est-ce que ça vaut vraiment la peine
d'essayer de les... Alors moi j'ai un truc très bien pour ces gens-là maintenant, je dis mais pourquoi tu te suicides pas? Non mais En fait, c'est intéressant non mais parce ça que fait un électrochoc, je te jure ça marche hein, les gens ah non mais ça va quand même. Ah, Annie, bon. Annie voulait aller au bout de sa question. Est-ce que ça vaut le coup de... Est-ce que ça vaut le coup de leur laisser croire que c'est possible d'être autrement? Ouais, visiblement Ou de oui. prendre modèle sur toi Et bien Ou sûr. est-ce qu'il faut qu'ils renoncent Ou quoi, sur ils toi. se suicident? Ou sur moi? Ou sur toi ou sur nous. Oui. Voilà, que de toute façon, C'est ça. on n'arrivera jamais à convaincre quelqu'un d'être positif. Mais Non, en ça, tout cas, on peut toujours lui donner l'exemple exemple. de ce que c'est, Absolument. d'être positif. Oui, ils ne sont pas perdus, quoi. Exactement. Non, après c'est un choix, peut-être qu'ils le sont mais parce qu'ils auront décidé de l'être juste Ouais, mais super. Merci beaucoup. je t'en prie. On avait une question, on avait Corinne là. Ah non, il y a Zava. Bonjour. Oui, On va bonjour. t'amener un micro parce que... Salut Alain. Allô, Paul. En fait, voilà, c'était juste pour vous parler d'une neurobiologiste américaine. Elle s'appelle Jane Bolton. Ouais. Et elle avait écrit un livre, c'est A Trip Beyond My Brain. Ce qui s'est passé avec cette dame, c'est qu'à 35-37 ans, je crois, elle a eu, c'est un peu différent de la vôtre, elle a eu un accident vasculaire cérébral, mais énorme. Et pouf, tétraplégique. Arrêt de la respiration parce que le diaphragme est bloqué. Elle a décrit tout parce qu'elle a eu le temps quand même d'appeler avant que tout se mette en place. Et 7 ans après, elle a recouvert toutes ses facultés. Physique, cérébrale, elle a commencé à enseigner à la faculté. Et la similitude avec vous, c'est que c'est aussi une tête de pioche. mais réellement, une tête de pioche. Elle a envoyé balader tout le monde. Elle n'en faisait qu'à sa tête. Et c'est elle qui est la première à dire aux gens, aux soignants, arrêtez de nous crier dessus. C'est pas parce qu'on est tétraplégique qu'on est sourd. On est débile. Voilà. Et on est débile. Non. Il faut arrêter ça. Je ne sais pas si le livre est en français, édité en français, mais ça vaut le coup de le lire. Ça vaut le coup de le lire. Il y a juste un truc, je peux rebondir sur un truc. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre des médicaments et qu'il suffit d'avoir la volonté pour arriver à faire les choses. Ah, absolument. Ouais, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de gens qui sont venus qui m'ont dit ah ouais, mais moi, là, en fait, je pourrais m'en sortir. En fait, j'ai dit, bon, il y a des choses qui sont physiologiques. Si c'était que la volonté, je serais en train de courir là. Donc il n'y a pas que ça quand même. Et puis, Voilà, je tiens à le dire, non, mais parce que bon, des fois, il y a des gens qui croient qu'il suffit d'arrêter les médicaments et de se battre et c'est bon, c'est fini. Quoi. Avec la volonté, Voilà. je suis en train de faire la roue, Enfin. j'adore. Non, mais c'est ça. Voilà, c'est ça, je suis en train de courir. Tu vois. Et en fait, non, il n'y a pas que ça quand même. Il y a quelque chose de physiologique. Là, la personne a retrouvé toutes ses facultés aussi parce que c'est un AVC. Et les AVC, oui, on c'est sait qu'il y a quand même différent, des ouais. possibles. Voilà, la moelle n'est pas touchée. Hein. Mais alors, Donc, il voilà. y a justement. Alors, Non, c'est juste pour pas Mais qu'on pour tape sur les essayer. handicapés qui restent handicapés. quoi. exactement. Et pour essayer aussi de changer un peu notre mentalité vis-à-vis des entre parenthèses handicapés. Moi, j'ai vécu ça. Ça fait très très mal. Il y avait un bonhomme qui était paraplégique, mais en plus recroquevillé Tordu. comme ça depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Et puis un jour, il me dit vous pouvez venir, oui, mais vous faites sortir tout le monde et fermer la porte. Je dis mais qu'est-ce qu'il y a? Ben, regardez, je bouge. Moi j'ai dit waouh, c'est génial ça. Après 3 ans. Et puis il me dit ah non, surtout dites pas aux autres. Et je dis mais pourquoi? Ah non, ils vont se foutre de ma gueule. Et je dis ah oui, mais il faut quand même que ça avance un peu plus que ça maintenant que ça a bougé. Et donc on s'est arrangé pour lui faire un kiné, pour faire venir un kiné, mais en douce. Personne ne savait. Ah ouais. Mais c'est à ce point-là, avec les soignants, que c'est hallucinant. Oui, c'est ça. Et Mais le ce qui s'est passé avec jour moi. où il s'était mis debout tout seul, tout le monde a dit oh merde alors. Donc il faut changer ça. Il faut changer. En tant que soignant, ça fait très très mal. Ça fait très très mal parce qu'on a une idée, on a un préjugé parce qu'on ne connaît pas encore tout ça. On est loin d'avoir percé en fait les mystères de la neurobiologie et de la neuroscience. Bien sûr. Et l'être humain est capable de choses fabuleuses. Voilà, c'était juste pour ça. Bah, Merci. c'était très bien, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Et à Corinne.
Ouais, juste par rapport à ça aussi, ce que je t'ai pas dit, c'est que j'ai revu mon médecin de rééducation il n'y a pas trop longtemps, Ouais. au hasard, dans une rue. Et en fait, le gars, je me suis battue pendant que j'étais en centre pour que les gens arrêtent de fumer, parce que tout le monde fumait partout, moi j'étais allergique. Et en fait, lui, comme il était fumeur, il disait non, c'est le seul truc qui leur reste, tout ça. Donc je l'ai revu, il était avec un respirateur, en fait, il a un problème au poumon à cause de la cigarette. Et donc du coup, je l'ai revu, il me dit alors, qu'est-ce que ta vie, tout ça. J'ai dit, bah, je remarche, un déambulateur, tout ça. J'ai arrêté les médicaments, tout ça. Et en fait, il m'a dit, bah, c'est très bien, je suis fière de toi. Et c'est le gars quand même qui m'a dit, non, mais ça sert à rien, de toute façon, tu vas faire 3 pas, et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout, il faut que tu sois autonome, quoi. Ah ouais. Donc petite revanche, quand on dit j'ai rien à prouver, quand même la petite revanche après, ça fait du bien quand on revoit les gens. Ça fait partie des choses, on se dit, C'est presque, j'avais raison. c'est presque un moment justement où on valide les acquis, tu vois aussi. Ça C'est sert ça, à ça. voilà. C'est juste ça, ce petit moment, on se dit, ça c'est bon. Ça. Ouais, ouais, ouais. Non, mais en même temps, voilà quoi. Il y a plein de gens qui nous arrêtent tout le temps. Moi, j'avais reçu un coup de téléphone un jour. C'est un autre type de handicap de mon banquier qui voulait faire une clôture juridique de mon compte parce qu'il ne savait pas comment ça fonctionnait. Un jour, j'avais plus de 50 000, le lendemain, au moins 23. Donc, il en perdait son latin. Et donc, il dit, je ne veux plus m'occuper de vous. J'ai demandé à des collègues de prendre votre dossier, ils n'en veulent pas. Donc, on va faire une clôture juridique de votre compte. Et j'ai dit, moi, ça ne me dérange pas. Au contraire, ça va nourrir ma volonté de continuer de travailler. Je faisais de la production de court-métrage à l'époque, ce qui expliquait les grosses rentrées et les grosses sorties. Et je disais, voilà, quoi, il y a un producteur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Besson, Luc Besson. Et Luc Besson, en fait, quand il a commencé ses projets, en fait, il y a un très gros producteur qui lui a dit ça marchera jamais, vous êtes nul, vous n'êtes même pas scénariste, vous êtes à peine réalisateur, faites autre chose de votre vie, etc. Donc il a En vraiment... même temps, moi je trouve qu'il a pas trop tort, mais bon, c'est une opinion personnelle. Ceci dit, mais enfin, en tant que producteur, on peut pas lui retirer grand-chose. En tant que réalisateur et scénariste, je suis un peu d'accord, mais en tant que producteur, au moins, voilà, c'était un producteur qui lui a dit qu'en gros, il n'arrivera à rien. Et donc, Luc Besson, à chaque fois qu'il a eu un film qui faisait soit une grosse avant-première, etc., il lui envoyait une non-invitation. Monsieur Besson a l'honneur de ne pas vous inviter à la projection qui aura lieu. Et bon, il a eu Cannes, il y a eu plein de trucs comme ça, tu vois. Il a envoyé la non-invitation. Et donc, du coup, bon, au bout d'un moment, ça devient une espèce de petite récurrence un peu malsaine, mais tu te dis qu'il y a un moment donné où, voilà. Et moi, c'est pareil. À un moment, je me suis rendu compte que, bon, plus tard dans ma vie, je me suis mis en couple avec une jeune femme dont la mère a travaillé dans une banque, et celui qui m'a fait la clôture juridique, c'était son collègue. Et donc, quand il a appris, il a dit, la première question qu'il a posée, c'est « Et est-ce que ça marche pour lui ?» Donc ma belle-mère a dit « Bah ouais, en fait, ça va très bien pour lui. » Il a dit « Ah merde, j'étais le seul de l'équipe à croire dans ce mec, quoi. » Et pourtant, c'est lui qui a fait la clôture juridique. Ouais. Et c'était le seul de l'équipe à croire dans ma capacité de réussir, parce que je venais quand même de loin. Et donc en fait finalement moi je l'ai appris non pas par lui directement mais par ma belle-mère, et il y a un moment où ça te fait du bien, tu vois. Il y a un moment où juste tu te dis mais en fait finalement tous ces efforts je les ai pas fait pour rien. Ouais, ça se voit quand maintenant, ça y est. Et ça va, il y a quelque chose qui se passe, ça se voit, ouais, effectivement, ouais. Ça se voit. Une autre question, Corinne? Oui, bonjour. Bonjour. En fait, j'étais intéressée par l'avant, l'après, dans ta communication avec ton corps. J'avais relevé que tu étais une danseuse, donc ton corps avait besoin de s'exprimer. Aujourd'hui, donc, il s'exprime différemment. Est-ce que tu pourrais en parler? Est-ce que oui. Et donc, est-ce que la communication est différente? Enfin, voilà, comment ça se passe entre vous deux? Oui, bien sûr. Quand tu parles de communication, c'est rigolo parce que souvent on me prend pour une schizophrène parce que je parle à mes jambes. Donc ça, c'est drôle déjà. Déjà, tu parles à qui là? Bah, à mes jambes. Des fois, elles s'agitent un peu trop. Je dis, ah, foutez-moi la paix maintenant. Donc du coup, il y a... Alors, la communication, c'est vrai, c'est une très bonne question. Elle est différente parce qu'avant, j'exprimais... j'avais une manière de m'exprimer effectivement par le corps, par la danse. Donc c'est la beauté du corps, c'est un petit peu l'expression. Ouais, c'est l'expression du corps, effectivement. Je l'ai plus, ça me manque beaucoup parce que c'est vrai que... Il y a plein de choses que j'ai envie de faire, des fois de faire des grands gestes, et je peux pas parce que bon, ça sort pas comme je pense vraiment. Des fois, je dis merci dans la rue, je fais ça. Les gens se disent, elle fait la révolution, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas ouvrir la main en fait.
Donc ouais, c'est un peu difficile. Effectivement, l'approche du corps est différente. Par contre, je communique mieux avec mon corps à l'intérieur. Alors, ce que je disais à Laurent, c'est que c'est une théorie que j'ai développée moi-même parce que je m'en suis rendu compte il y a peu de temps avec l'expérience. En développement personnel, il y a beaucoup de coachs qui n'ont pas tort. Je ne dis pas qu'ils ont tort, c'est juste que moi, ça n'a pas marché sur moi. Pourquoi ? Ils disent, maintenant, tu te regardes, tu te mets devant la glace tous les matins et tu te dis, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais moi, mort de rire, je suis incapable de faire ça. J'ai essayé de le faire une fois, j'ai dit mais t'es pas crédible, déjà toi tu y crois pas, ça sert à rien de faire ça parce que tu te mens à toi-même, donc c'est ridicule. Par contre, il y a une chose que je fais, c'est effectivement je n'aime pas mon physique, je me trouve pas forcément jolie, bon ça c'est perso, on va pas faire une psychothérapie, mais cela dit par contre j'aime mon corps, c'est-à-dire que je l'aime, j'ai pas envie de lui faire du mal, j'ai juste envie d'être en bonne santé, donc je communique avec lui comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des fois où je vais mal manger, où je sens que mon ventre il est pas très bien, je me dis bon, je suis désolée, j'ai pas été cool, mais promis ce soir je me rattrape, je vais faire attention, tu vois. Alors je le fais pas à haute voix parce que je suis pas tarée, mais par contre je le pense vraiment, c'est-à-dire que je prends vraiment soin de mon corps en me disant ok, peut-être que tu t'aimes pas physiquement parce qu'actuellement tu représentes pas qui tu étais avant parce que j'ai vraiment changé morphologiquement, etc. Par contre, tu te feras plus de mal à partir de maintenant. Tu as décidé que c'est une année en fait. Tous les ans, je me disais cette année, je perds 10 kilos. Voilà, la résolution du début d'année de tout le monde, qui ne contient jamais, on en prend 10 finalement. Et c'est ce qui s'est passé. Et il y a une seule année, il y a 2 ans, où je me suis dit à partir de maintenant, tu vas être en bonne santé, tu vas prendre soin de ton corps. Et j'ai arrêté de vouloir maigrir. Et j'ai perdu 8 kilos. Juste parce que je me suis dit, non, maintenant tu prends soin de toi et tu es comme tu es, effectivement, physiquement. Tu as le droit de ne pas t'aimer. Par contre, tu n'as pas le droit de faire du mal à ton corps. C'est comme si on est une voiture, on veut qu'elle roule et on ne met jamais d'essence ou on ne fait jamais la réparation, quoi. Donc, voilà, c'est juste une communication différente avec mon corps qui fait que voilà, je l'aime différemment aujourd'hui, quoi. Est-ce que tu aimes qui tu es ? Alors, on parle de la tête, on parle justement parce que je suis vachement sectorisée, moi. Qui tu es, c'est la nana que tu es devenue, quoi. Avec ses histoires, avec la volonté que tu as, et puis après tu te connais aussi dans l'intimité, donc aussi j'imagine les moments où tu te saoules toi-même, quoi. Ouais, c'est clair. Mais est-ce que tu aimes qui tu es, quoi ? Est-ce que tu aimes la nana, en fait, finalement, qui a vécu cette vie de danseuse, qui a eu l'accident ? Est-ce que tu l'aimes, cette fille ? Alors, c'est difficile pour moi de dire que je l'aime. Je suis fière de moi. Je suis fière de ce que j'ai accompli parce que je ne pensais pas pouvoir le faire. Il y a plein de choses que j'ai fait, même les mois qui ont précédé là. Je me suis dit, j'aurais jamais été capable de faire ça avant, j'aurais jamais pu traverser tout ça. Donc, je suis fière de ce que je suis devenue, effectivement. Psychologie, on va sectoriser parce que dans ma tête c'est comme ça. Psychologiquement parlant, je trouve que j'ai beaucoup progressé. Ouais. Je suis fière de ce dev perso que j'ai fait naturellement toute seule. Et, bon, merci papa un peu, mais... Mais tu as eu le sentiment de progresser beaucoup, par exemple, en dev perso. Tu as progressé sur quel sujet, par exemple ? Qu'est-ce qui te fait dire, waouh, là j'ai déjà, tu mûris plus vite. Tu te prends 10 ans d'un coup quand tu as un handicap parce que tu vis des choses qui sont pas drôles, donc tu prends beaucoup de maturité. Mais oui, je vois par rapport au comportement des autres, effectivement, ma manière, ma sagesse, la sagesse que j'ai aujourd'hui que les autres n'ont pas, effectivement, tu la vois. et que je conçois. En plus, quand je les vois s'énerver, je dis non, mais je comprends, j'étais comme toi avant, je comprends que tu réagisses comme ça, vraiment, c'est normal, quoi. Mais moi, j'ai cette sagesse maintenant qui fait que voilà, je n'ai plus. Donc oui, effectivement, je suis assez fière d'être devenue comme ça et je pense que je suis assez développée maintenant par rapport à la moyenne, mais enfin j'ai encore beaucoup de boulot et effectivement je me saoule comme tu dis souvent. Voilà. On n'est jamais arrivé au bout de la route, quoi. Mais voilà, psychologiquement, après au niveau de ce que j'entreprends, d'aider les gens, etc., je trouve que c'est chouette et tout. Juste oui, physiquement, effectivement, je suis pas fière de ce que je suis devenue quand on fait les retrouvailles avec les gens de l'école, j'y vais pas, quoi. Ah ouais. Bah non, tu veux pas. Tu crois quoi? Oh, c'est pas le regard des autres, c'est moi en fait. Ouais, c'est pas le regard des autres, mais c'est je me dis tous, tu vois, ils vont te dire je me suis mariée, j'ai des enfants, j'ai un super boulot, je suis bien, machin. J'ai dit moi je suis handicapée, c'est le premier truc qui me vient en fait, tu vois. T'as pas réussi ta vie parce que tu vois. Comment tu le vis ça? Je le vis. Parce que c'est pas rien d'écrire ça. Quoi. Déjà c'est une histoire puissante, quoi. Et c'est aussi de l'expression de soi, c'est une mise à nu. Tu parles de choses très fortes. C'est sûr. Après, moi, de moi-même, je l'aurais jamais écrit. Parce que j'avais pas forcément besoin de faire une psychothérapie pour ressortir le truc. Ça a été plus dur. En plus, à chaque fois, il a fallu que je le relise des tonnes et des tonnes de fois pour le corriger. Chaque fois, ça me replongeait dedans. Et comme j'aime pas du tout être en bas,
Du coup, je me dis, allez, ça va te remettre dans le truc encore. Bon. Donc, je l'aurais jamais écrit, mais j'ai une psy que j'avais été obligée d'aller voir quand j'ai été dans une clinique pour gros, là, qui n'a pas marché. On m'obligeait d'aller voir une psy, donc on a discuté de toute autre chose parce que je n'avais pas de problème psychologique particulier. Et en fait, du coup, on a discuté d'un handicap. Elle m'a dit, mais personne, c'est ça, vous devriez en parler, vous devriez écrire. C'est choquant, le milieu médical, etc. Et c'est elle qui m'a poussée un petit peu à faire ça. Et où je me suis dit, effectivement, je vais juste alerter les gens, en fait. Donc là, c'est juste un livre pour alerter les gens, aider un petit peu les handicapés comme moi parce qu'ils se sentent moins seuls. Ils se disent, ouais, elle le dit. Elle le dit, quoi, ce qu'on vit. Voilà, juste dire ça. Ouais, la maltraitance, personne n'en parle, quoi. Ouais. Et voilà, et aider les valides aussi à se dire qu'il n'y a plus pourri que leur vie et que voilà, c'est pas grave, on avance. Et même quand elle est pourrie, la vie, il y a d'autres choses. Ouais, il y a d'autres choses. Ça. Ok, merci pour la réponse. Merci. D'autres questions? Fabien? Non, pas Fabien. Magali. Bonjour. Bonjour Isabelle. Dans toute cette expérience-là, j'aimerais savoir quelle est la place de l'amour que tu as reçu, que tu as donné, la place de l'amour de tes parents vers toi-même, de Yannick qui était avant, pendant, après. Cette notion d'amour, est-ce que ça t'a aidé? Voilà. Alors certainement, ouais, je pense que oui. Je pense que ça m'a aidé. Après, mes parents, c'est vrai qu'on a été avec Yannick et mes parents, ça nous a beaucoup rapprochés, effectivement, hein, comme tu imagines. Voilà, c'est une épreuve qui est pas. Après, ça nous a éloignés d'autres personnes, de la famille. Il y en a qui acceptent pas, et plutôt que de faire une psychothérapie, ils préfèrent te saouler. Bon, bref. Ouais, je pense que c'est ça. Oui, ça a dû m'aider. Effectivement, ça a dû m'aider. C'était pas mon moteur, mais ça a dû m'aider, ouais. Je pense. J'adore. C'est pas mon moteur. Fuck l'amour. Mais non. Non, mais pourquoi pas? Je trouve ça génial. Non, c'est pas mon moteur principal, je veux dire, tu vois. On va s'attendre à ce que tu dises. Oui, l'amour, c'est aussi quelque chose de. Et en fait, non, bah ouais, sûrement, ça m'a aidé, ouais. Yannick, mes parents, ouais. Mais c'est pas mon moteur. Bien sûr que ça aide, évidemment. Si on n'a pas d'amour, on meurt, on le sait. Il y a une étude qui a été prouvée, donc oui, ça évidemment, quoi. Non, mais c'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant que finalement, tu ailles chercher quelque chose là, dedans, là, dedans. Mais alors du coup, il y a aussi une partie de la question de Magali qui dit aussi l'amour que tu donnes aussi. C'est-à-dire que peut-être à un moment donné, tu as eu envie d'écharper tout le monde là. C'est clair. Comment on reconnecte avec justement comment on redonne de l'amour? Parce que j'ai su faire la différence entre ceux que j'avais envie d'écharper et ceux qui étaient là, quoi. Alors j'avais plus de gens que j'avais envie d'écharper, effectivement, c'était une majorité. Mais je suis quelqu'un de très sociable et très social à la base. Donc c'est vrai que j'ai gardé ce côté-là où j'ai besoin d'aller vers les autres, où j'ai besoin de garder le sourire de toute façon et d'être ouverte avec les gens, peu importe le retour. Parce que des fois, tu es souriant avec quelqu'un, en fait, il te voit handicapé, c'est là, ouais, ok. Tu te prends un peu, tu te dis, bon, bah écoute, tant pis. Donc au début, c'était dur, au début, voilà, j'ai vécu ce que je disais, au début, il y avait beaucoup de colère, il y avait beaucoup d'incompréhension, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, mais c'est pas vrai, non, mais ça va être toujours comme ça. De toute façon, les gens, ils comprennent pas, les bipèdes, ils comprennent rien, bon, voilà, on les appelle les bipèdes, les gens qui sont pas en fauteuil, entre nous. Et donc du coup au début je me disais ça, mais en fait avec le temps voilà, j'ai su faire juste la différence entre les gens. Ouais, effectivement il y a beaucoup de gens qui sont pas très intelligents peut-être, qui ont pas fait ce chemin, parce que je pense que c'est pas juste une question d'intelligence, c'est une question de représentation de soi aussi, hein, qui ont beaucoup de problèmes et qui n'arrivent pas à y faire face. Donc du coup maintenant je fais la différence entre les deux et voilà, j'aime les gens qui méritent d'être aimés, et les autres, je me dis tant pis, et des fois je les aime quand même en plus. Ah oui, c'est ça, c'est que tu les aimes quand même. Dans ton discours depuis le début, tu les aimes quand même. Ouais, je les aide en fait. Enfin, j'essaye. Après, on peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, mais oui, c'est sûr. Voilà, toujours pareil. Quand on est coach, on le sait, mais après, j'essaye quand même d'expliquer une première fois. Quand je vois que la personne c'est pas possible, je dis bon, tant pis. Mais par contre, j'essaye quand même d'aider et d'expliquer. Et parfois, ça passe. Et je dis j'avais pas vu comme ça. Ça fait une personne de plus à aimer. Ouais. Ça fait une personne de plus à aimer. Regarde le petit Salut, mec Paul. qui monte là. C'est Paul Fontaine que vous verrez demain matin à 9h30 qui vient s'installer avec nous. Bienvenue, Polo. Est-ce que vous avez des questions? Oui, il y a une question de Edith. Oui, moi, c'est à moi, non? Isabelle. Fabien. Il y a Fabien. Ah, pardon. Alors, on fait quoi, Edith? Bras de fer? Non. Elle est très simple. Est-ce que tu as des projets, des grands rêves que tu as vraiment envie de réaliser à partir d'aujourd'hui?
quelque chose qui correspondrait à l'Australie finalement? Quelque chose qui te porte, tu dis ça, ça fait partie de ma ligne de mire. Alors ça, c'est la question qu'on me pose tout le temps, c'est dingue. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un grand projet dans la vie pour être heureux, quoi? Pas pour être heureux, pas pour être heureux, mais parce que ça te tire aussi. Non, je comprends ta question. Non, je comprends ta question, mais effectivement, je te dis ça parce que moi, je suis très épicurienne et que du coup, je vis pas mal au jour le jour. Et j'ai vraiment du mal à me projeter de là de 1 an. Tu vois, c'est très difficile pour moi. Mais quand j'aurais à me projeter à 1 an, déjà, je me dis, ouais, pas mal. Hein. Déjà, dans 1 an, si tu fais ça, quoi. Et en fait, pour moi, c'est ma manière d'être heureuse. C'est de me dire que j'accomplis... Il n'y a pas une chose où je me dis, j'aimerais bien faire ça, que je ne fais pas. À partir où moi, je me dis, j'aimerais bien faire ça. Ok, comment on fait pour faire ça? Voyons, Internet. Alors, voyons. Tu vois, et j'y vais, en fait. Donc du coup, j'ai pas effectivement, c'est pour ça que je te dis, est-ce qu'il y a besoin d'avoir vraiment un grand projet? Je sais pas, t'as envie de faire un truc, fais-le, quoi. Essaye en tout cas. Au moins essaye. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout réaliser parce qu'il y a des choses effectivement qu'on pourra pas faire. Et alors, quoi. Mais l'essentiel, c'est d'avoir essayé de le faire au moins, d'avoir tout mis en place. Moi, tu sais, à la base, j'ai fait du parapente alors qu'à la base, je voulais faire de la chute libre, moi. J'étais super déçue, quoi. J'ai dit, mais non, je veux faire de la chute libre, c'est vachement plus impressionnant, tu vois, tu sautes. Bon, et c'est pas possible quand on est handicapé, ils nous ont dit, c'est trop dangereux, faut mettre les bras bien comme ça, machin. Je dis, ok, bon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Voilà, donc j'ai trouvé le parapente. C'est pas grave, c'était bien aussi, je me suis éclatée, moins de sensations, ok, c'était un peu envolé, mais voilà, j'ai quand même fait... Après, j'ai quand même des projets à plus ou moins long terme, je suis en train de monter mon cabinet de naturothérapie, je vais aider les gens physiquement à se soigner, à s'écouter, en psychoneuronutrition aussi, comment j'ai, moi, réussi à perdre du poids sans faire de régime, etc. Donc du coup, je suis en train de monter ce cabinet-là, donc j'ai quand même des projets, tu vois. Mais c'est pas des projets de fou, c'est juste des projets... c'est juste ce que j'ai envie de faire dans l'instant. Et voyager, ouais, c'est sûr, pour l'instant, j'ai rien prévu. Peut-être la Guadeloupe en février, ça me brancherait bien, mais on verra. Peut-être pas. Voilà. Merci. Très bien. Rebonjour Isabelle. Moi, Bonjour. ma question porte, tu parlais de dev perso un peu made in toi, avec ta propre expérience, ce qui est génial. Maintenant, est-ce que tu te sers justement du dev perso classique? Est-ce qu'il y a des outils que tu utilises, tels que auto-hypnose, méditation, cohérence cardiaque, enfin, des outils comme ça qui te servent au quotidien, une sorte de routine ou pas du tout? Et si oui, lesquels? Alors, j'ai jamais lu un seul bouquin de dev perso. Parce que je trouve ça complètement inutile, mais aujourd'hui, je sais pourquoi. Je vais l'expliquer plus tôt. À part John Gray, Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, quand j'avais une vingtaine d'années. Quand j'avais 22-23 ans, au début que j'étais avec Yannick. Il faut toujours commencer par le plus mauvais. Voilà, c'est ça. Mais de toute façon, son père, c'est Krishnamurti. Donc, c'est ça. Et à un moment, donc, du coup, t'es tombé dedans quand t'étais petite. C'est ça, en fait. Même s'il n'est pas du tout... mon père, quand il entend parler de dev perso, il dit, c'est quoi cette secte-là, tu vois. Et pourtant, lui, dans ses raisonnements, il est très... donc voilà, jamais de livre là-dessus. Là, j'ai fait une formation, oui, d'énéagramme. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'étude de personnalité. Donc ça, je m'en sers pas mal. Et effectivement, pour soigner les gens, ça m'aide énormément. Parce que je vois le type de personnalité, je sais vers où m'axer, les fleurs de bac pour les émotionnels, etc. Donc du coup, ouais, j'ai l'énéagramme un petit peu. J'ai fait une formation en hypnose, mais je ne pratique pas. Mais je trouve que c'est génial pour la thérapie. Mais après, voilà, le reste... En fait, je vais peut-être recibler un peu. Je veux dire, par rapport à l'écoute de ton corps, etc. Est-ce que tu as pratiqué de la méditation, de ce genre d'outils? Il n'y a pas forcément besoin de lire d'ailleurs pour ça. Non. Non, effectivement, un petit peu de méditation, ça m'arrive quand je suis énervée, c'est ce qui fait redescendre la pression. Récemment, j'ai fait une formation aussi d'énergétique pour réussir aussi à vider un petit peu les énergies et me recharger. Parce que quand tu es au contact de beaucoup de gens qui te prennent beaucoup d'énergie, tu es obligé de te recharger. Parce que j'ai tendance à beaucoup donner en fait et j'oublie de reprendre. Donc du coup, je me fatigue vite. Hein. Donc ouais, c'est les deux seules choses que j'ai fait vraiment, ouais, la méditation un petit peu. Mais vraiment quand j'en ressens le besoin, quoi. C'est pas une routine. Voilà. Merci. Il y a une question là-bas en haut. Tiffany? Bonjour Tiffany. Bonjour Valérie. Ah Valérie, d'accord. Non, c'est Tiffany. C'est Tiffany? Oui. Bonjour Isabelle, tu voulais dire. Pardon, Isabelle. Je croyais que c'était moi qui me trompais de prénom. En fait, on n'est pas dans l'individualité. Salut. Tout est rentré dans l'ordre. Sarah, enchantée. Non, je rigole. Trop fort. En fait, j'écris des mots clés parce que pour m'aider à formuler ma question clairement. C'est bien. Donc, je vais aller avec le feeling, d'accord? Ok. Et puis on voit tu si me fais c'est peur. assez clair. Tu parlais d'une énergie de rage qui t'a apparemment foutu un coup de pied au cul et fait avancer d'une manière bien spécifique. À côté de cette énergie,
tu disais aussi que dans ton corps, tu as appris à ressentir les choses différemment aujourd'hui. Ça passe par le corps? Oui. C'est ça? Ok. Donc, à côté de cette énergie de rage, est-ce que tu t'es senti connecté à ce moment-là, et encore maintenant, à une autre énergie qui t'a permis de faire tout ce que tu fais et d'être qui tu es? Le dragon. C'est-à-dire... Je la refais? Ok. En fait, je remets un peu dans le contexte. Tu permets, Tiffany? Je t'en prie. Tiffany, elle a eu un accident de voiture aussi très grave. Et pareil, elle était condamnée à plus jamais marcher. Et aujourd'hui, Tiffany, voilà, elle évolue parmi nous sans aucun super, problème. Bravo. Et donc, j'imagine que tu fais référence à quelque chose que tu aurais toi-même vécu. Enfin, j'essaye d'aller au fond du... En fait, moi, je me suis sentie animée tout de suite, même paralysée, mais tout de suite par une énergie qui était au-delà de ce que j'avais jamais ressenti, en fait. Une puissance créatrice, une puissance motrice, une puissance autre, en fait, avec laquelle j'avais pas encore connecté à 23 ans, donc quand ça m'est arrivé. Et donc, ma question, c'est ça. Est-ce que tu t'es senti connecté à autre chose que peut-être même tu sais pas mettre de mots, parce qu'après, encore une fois, en mettant des mots... Dans un truc plus grand que tout. Ouais, mais l'énergie qui fait pousser les arbres, par exemple, tu vois, c'est subtil. Ouais, je sais pas. Je sais pas, non. J'ai pas... Parce qu'il y a quand même... Enfin, j'entends ce que dit Tiffany. Il y a quand même dans ton discours un truc très fort sur la vie, justement, le vivant. Oui. Et comment ça résonne chez toi? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que tu as réussi à l'identifier? Est-ce que justement, c'est ça qui est fou, c'est que tu t'aurais pu te servir de ça pour être en rage contre la société et aller chercher ton énergie là-dedans. Donc effectivement, ok, la rage. Mais il y a un autre truc qui te fait parler de la vie tout le temps. Ouais, c'est la rage positive, effectivement. Ouais, pas la rage négative. Comme tu Ouais. dis, ouais, j'aurais pu m'en servir. C'est comme de la colère divine, quoi, tu vois. Ouais, c'est plus de la colère positive. Après, au début, c'était de la colère négative, par contre. C'est pour ça que je te rejoins pas sur ça. Ouais, voilà. Aujourd'hui, c'était que négatif. Au départ, c'était que négatif, mais après, disons que quand tu es alité pendant longtemps et puis que de toute façon, tu es bloqué, tu n'as rien d'autre à faire que de réfléchir. Donc, tu penses. Bon, il y en a qui s'en servent pas pour ça, remarque. Mais moi, voilà, j'ai beaucoup pensé à tout, j'ai beaucoup analysé beaucoup de choses, parce que je suis toujours en train d'analyser les choses et les gens. Et je me suis dit, en fait, parce que j'ai pensé à mourir, bien sûr, évidemment. À un moment donné, je me suis dit, bah, tu vas en finir, ça sert à quoi, là? T'es un légume, aucun intérêt, quoi. Qu'est-ce qui m'a raccroché à la vie? C'est ça, en fait, finalement, je crois, la question. Ouais. Je me dis que j'ai pas fait tout ça pour rien, que si je suis née et que je m'en suis sortie après tout, parce qu'il n'y a pas eu d'acharnement thérapeutique dans mon cas, c'est qu'il y avait peut-être une raison et que à être là, écoute. Non, enfin voilà, j'en rigole, mais c'est vrai que c'est un peu ça, quoi. C'est fort, hein, à être là après tout. Ouais. C'est pas rien. C'est pas rien. Il y a une force dans ce truc. Il y a une force, excuse-moi, pardon, mais il y a une force de vie qui fait que tu es là, quoi. Tu vois, tu es en train de tous nous parler, tu es en train de toucher plein de gens en fonction de l'histoire de chacun et de son chemin d'évolution, tu vois, de ce pourquoi on est venu faire le job d'être humain, j'ai envie de te dire, tu vois. Et enfin voilà, merci pour ça. Oui, mais en fait, c'est la question, c'est quand j'ai répondu tout à l'heure à la question, c'était un peu ça. Qu'est-ce que tu décides de faire de tes problèmes? Qu'est-ce que tu décides de faire de ta vie, en fait? C'est cette question-là que je me suis posée à un moment donné. Je me suis dit, ok, tu as ce problème-là. Est-ce que tu te tires une balle? Bon, tu peux pas. C'est compliqué parce que quand tu es thérapeute, je dis, bon, tu peux pas. Est-ce que tu décides d'en finir? Il y aurait toujours des solutions, je ne sais pas. Mais est-ce que tu décides d'en finir? Et puis, effectivement, c'est légitime et tout le monde comprendra. Et il y en a que ça arrangera même. Je pèse mes mots. Mais, ou alors, est-ce que tu décides que ce truc-là, tu vas t'en servir pour aider les autres? Est-ce que tu vas t'en servir pour que ce soit un moteur pour toi? Est-ce que tu vas t'en servir pour être mieux, pour être meilleur? Parce que moi, mon but dans la vie, c'est de devenir meilleure chaque jour, en fait. De me dire, pas parfaite, parce que je pourrais jamais l'être, malheureusement. Mon grande dame. Parfaite dans l'imperfectible. Ouais, voilà. Ça soulage le mental, ça. Mais au moins, être la plus facile à vivre possible. Ça, c'était important pour moi, de ne pas être un boulet. Donc, du coup, moi, ça a commencé comme ça. Je me suis dit, je veux pas être un boulet pour les autres, en fait. Malgré tout, tu l'es un peu et tu le ressens, on te le fait ressentir des fois. Mais malgré tout, voilà, moi, c'est surtout me dire que tu continues à avancer ou alors tu te suicides. Mais il n'y a pas d'entre les deux. Je suis un peu extrême aussi, il faut dire. Mais si tu décides de continuer à vivre, bouge-toi, quoi. Tu n'as pas le droit de te plaindre, par contre. Voilà. C'était ma réponse tout à l'heure. C'est pour ça que je disais, dis-leur de se suicider, parce qu'ils ne sont pas bien. Ça sert à quoi de passer une vie malheureuse, en fait? Enfin, tu vois,
On est là autant que ça se passe. Mais voilà, c'est ça. Essaye de faire en sorte que ce soit cool, quoi, et que ce soit cool pour les autres aussi, parce que c'est dur quelqu'un qui est déprimé. C'est dur à vivre pour les autres aussi. C'était mon combat. Je me suis dit, si tout le temps tu es en train de dire aux gens ça va pas, tu vas plus avoir d'amis, quoi. Et moi je suis sociable, donc j'ai besoin de gens. Donc je me suis dit voilà, c'est mon combat. Il faut que je devienne meilleure, il faut que je devienne, il faut que je sois bien, quoi. Voilà. Je pense que je sais pas si je te réponds. Tout est parfait. J'ai une question, jolie réponse. Moi, tu disais quelque chose tout à l'heure. Tu disais que tu devais pas parler ou très mal et que tu devais pas chanter. C'est ça? Oui, c'est ça. Et moi, j'aimerais bien une preuve que tu saches chanter. Non? Parce que c'est beau les gens qui disent oui, je devais pas chanter, je chante. Est-ce qu'on peut te demander de chanter? Oui. Oui? Ça te va? Oui. J'ai de la musique. Oui. Je sais que c'est la musique d'une chanson que tu chantes. Oui. Donc je vais la mettre. Qui est très dev perso d'ailleurs pour ceux qui sont bilingues. Qui est très dev perso? Ah ouais. Ouais. Ah oui, dans les paroles, ouais. Et il dit, je sais pas, il dit que il va faire des trucs avec ses doigts après. C'est pas moi le chef. Non, mais tu te calmes. Alors, je vais le trouver, le truc. Je sais pas où il est, mais je vais le trouver. Mais pas Tata Yo-Yo, s'il te plaît, je suis très mauvaise avec Annie Cordy. Alors, ça s'appelait comme ça, je crois. Ok. T'es prête? Ouais, carrément. Tu vas boire un verre d'eau avant? Merci, ouais, mais c'est bon, je peux y aller l'intro. Merci. There's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer. If you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth, that a hero lies in you. It's a long road when you face the world alone. No one reaches out a hand for you to hold. You can find love if you search within yourself, and the emptiness you felt will disappear. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth, that a hero lies in you. Dreams are hard to follow, but don't let anyone tell them away. Hold on, there will be tomorrow
that a hero lies in you. That a hero lies in you. That a hero lies in you. Merci. Merci.